La fille apparaît, les larmes aux yeux, disant que la vie est ennuyeuse. Elle a été piétinée et moquée. Personne ne voulait même sauver son existence insignifiante. Elle veut être heureuse. Elle veut que sa vie se termine vite. Seul Dieu pourrait la sauver. Un garçon apparaît en volant dans le ciel. Il dit que le visage de la fille montre qu'elle a une vie ennuyeuse. Le garçon comprend, enfant, que personne ne peut échapper à la mort. Même si on veut vivre, ça finit toujours par s'arrêter. Salman commente qu'il y a des fantômes dans cet hôpital. Un employé raconte que les esprits des patients morts restent dans les chambres et que les interrupteurs de la salle d'opération s'allument et éteignent tout seuls. Puis une infirmière demande qui fera la ronde de nuit, et ils lui disent qu'elle peut y aller. La fille marche dans les couloirs et pense que les fantômes ne sont pas si effrayants, mais elle devrait vite rentrer. Elle ajoute qu'elle doit rester réaliste. Les humains sont bien plus terrifiants que les fantômes. En entrant dans une chambre, elle tombe sur une silhouette effrayante. Puis elle pousse un cri. Un garçon dans le noir lui demande de ne pas crier, sinon elle réveillera tout le monde. Il lui fait signe, et l'infirmière Oshima réalise que c'est juste Osamu. Le garçon porte une robe de chambre, des chaussons lapins, et tient un téléphone. Oshima dit qu'il ne peut pas sortir seul. Ils ne savent pas quand il aura une nouvelle crise. Le garçon s'excuse, puis il explique que Suviyama avait parlé de fantômes, alors il voulait voir par lui-même, et cherchait avec son téléphone. Oshima demande s'il voulait vraiment voir des fantômes, et le garçon répond qu'il voulait une preuve concrète. S'ils sont visibles, c'est qu'ils émettent des ondes de chaleur, des électrons ou de la lumière. Il a une appli de thermographie sur son téléphone qui détecte toute lumière rouge ou violette. L'infirmière dit que c'est bien d'expérimenter, mais qu'il a déjà provoqué une explosion de vapeur à l'arrière de l'hôpital. Personne n'a été blessé cette fois, mais il vaut mieux qu'il arrête là. Osamu dit qu'il trouve ça juste intéressant. Il est curieux de savoir où l'on va après la mort, et il avoue qu'il aurait peur s'il ne savait pas. L'infirmière lui dit alors que ça va aller, qu'ils trouveront un remède, mais il parle de ses cheveux. Il les a laissés pousser parce que sa mère le lui a demandé. Le garçon ne pense pas qu'il pourra les couper quand il aura atteint ses buts. Puis il commence à parler de la mort, et Oshima lui tient la main. Elle sourit et lui dit qu'il sera beau, avec les cheveux courts, et qu'il devra revenir lui montrer. Le garçon émeut et sourit. La démence à corps de Lewy est une démence accompagnée de changements dans le comportement, la cognition et les mouvements. Osamu en souffre depuis qu'il a 9 ans. Il y a 30 ans, 3 médecins ont découvert cette maladie, dont on ignore encore la cause et le remède. Même avec des examens normaux, la maladie peut entrer en crise et sans traitement, elle mène à la mort. Peu importe les tests, rien d'anormal n'est détecté. Cette maladie rare n'a été signalée que 6 fois dans le monde, et Osamu est le seul japonais à en être atteint. Le garçon entre à nouveau dans la chambre. Il se souvient quand on lui a offert une fleur. On lui a demandé s'il connaissait le nom de cette fleur. Elle s'appelle Ayam, et signifie « espoir ». Il était émerveillé, et la femme a dit qu'elle allait devenir médecin pour le guérir. Osamu demande si elle est sérieuse, et la fille confirme en promettant « Tout le monde pensait que tu serais guéri. » Mais honnêtement, lui, il n'y compte plus. Malgré tout, il ne veut pas mourir sans avoir vraiment vécu. Il veut devenir quelqu'un d'important. Il ne veut pas gâcher sa vie en étant inutile. Le garçon fait une crise. Soudain, il crache du sang. Il commence à étouffer avec ce sang. L'infirmière court vers lui. Elle comprend qu'il fait encore une crise. Mais cette fois, ce doit être la fin. L'infirmière lui crie que ça va aller, que de l'aide arrive. Le garçon s'effondre par terre. Il n'a plus de vie. Une larme apparaît et quelqu'un vise avec une flèche dessus. La créature a un œil sur le front et va être chassée. Puis une flèche lui atteint le derrière. Des monstres sont responsables de ça. Ils s'approchent de leur proie, tout contents. Le garçon observe tout ça, sans comprendre où il est. Il regarde 2 formes étranges, et se demande si ce sont ses mains. Puis il se demande s'il est encore en vie. Il se rappelle qu'il était malade et qu'il a passé sa vie à l'hôpital. Il avait une famille, et a rendu son dernier souffle dans sa chambre d'hôpital. Il se souvient que ce sont ses souvenirs, mais a l'impression de ne pas être celui qui les a vécus. Puis il voit les créatures manger le cerf et se demande ce que c'est. Clairement, ils ne viennent pas de son époque. Le garçon conclut que ce ne peut être qu'un rêve. Il a eu une crise, il a perdu connaissance et maintenant il rêve. Ces monstres ressemblent à des onus, ce ne peut être que son imagination. Quelque chose le dérange. Les onus l'ont vu et se préparent à attaquer. Une flèche vole vers lui. Elle le traverse et frappe un arbre juste derrière. Il pense que c'est un rêve, et qu'il va bientôt se réveiller, tandis que le monstre fonce sur lui, prêt à le chasser. Le garçon crie qu'il ne veut pas perdre la vie. Puis quelque chose se passe, l'Oni est surpris. Soudain, il commence à se désintégrer, et Osamu absorbe sa vie. Il se demande ce que était. Il a juste levé la main, et le monstre a perdu la vie. On dirait qu'il aspire quelque chose, comme son énergie. Il sent une puissance plus grande en lui. C'est quelque chose qui le dépasse, qui gagne aussi en puissance. Les autres créatures sont effrayées. Puis elles se précipitent sur le garçon, il lève le bras et les créatures se tordent de douleur. Osamu pense qu'elle ne meurt pas instantanément. Donc plus il y a d'ennemis, plus le processus est lent. Il commence à pleurer et crie qu'il ne veut plus jamais mourir, suppliant les monstres de perdre la vie. Il est en colère et aspire toute l'énergie des onus. En regardant autour de lui,
Osamu conclut qu'il a réglé le problème pour l'instant. Mais il ne comprend pas ce pouvoir, ni pourquoi les attaques des créatures ne le touchent pas. Il se demande s'il est un fantôme. La seule chose qu'il sait à ce moment, c'est que ce n'est pas le monde qu'il connaît et qu'il peut absorber la force vitale des autres. On dirait que cette présence plus grande en lui essaye de faire quelque chose. Comme s'il stockait de la force pour lui-même. Le garçon regarde ses mains et est surpris. Elles sont différentes maintenant. En voyant un lac, il pense à regarder son reflet. Il s'approche et regarde son reflet. C'est Takemitsu Osamu lui-même, choqué. Il se rappelle que C était son nom. Il sait ce qui s'est passé, mais ça ne semble pas réel. Osamu est mort, et ça ne peut être que l'au-delà. Il se demande s'il s'est réincarné avec les souvenirs du garçon. Mais c'est trop réel pour être un rêve. Il pense qu'il ne veut pas mourir. Tels étaient les sentiments de Takemitsu Osamu. Il est peut-être réveillé dans ce monde et dans l'autre. Ses pieds se soulèvent du sol. En regardant la forêt devant lui, il conclut qu'une chose est sûre, maintenant qu'il a une seconde chance, il ne veut pas la perdre. Il va vivre, pour ça, il éliminera tous ceux qui le menacent. Puis il pense à son nom, c'est le sien, mais il ne pense pas que ça ira. Il devrait aussi changer de prénom. Osamu peut aussi se lire Chou. Ça sonne bien, alors il le gardera. Mais il lui faut un autre prénom, peut-être Coucou. Puis il pense à Arch, qui veut dire supérieur, suivi de Light. Il conclut donc qu'il sera Chou, Archlight, même s'il a décidé que personne ne sera là pour le voir. Mieux vaut rester incertain sur qui il est. Confus, il se demande ce qu'il va faire, puisqu'il n'a ni faim ni sommeil, et qu'il peut l'éviter. Un bruit vient de la forêt. Le garçon a peur, puis, il grimpe vite dans un arbre. Quelqu'un arrive en appelant Freddy, disant qu'il y a un tas de cadavres de gobelins là-bas. Un autre crie à Miguel de l'attendre et d'y aller plus doucement. Du haut de l'arbre, le garçon regarde tout ça et se demande qui sont ces gens, puisqu'ils sont humains. Freddy demande s'il y a quelqu'un capable de battre les gobelins, et Miguel répond que pas à sa connaissance. Quoi qu'il en soit, ils doivent enlever les corps et les brûler, pour éviter une épidémie. Du haut de l'arbre, notre héros observe tout. Un des gobelins est tiré de l'eau. Miguel, en sortant les créatures de l'eau, dit qu'elles ne montrent aucun traumatisme, et se demande si c'est là, œuvre d'un fantôme. Freddy répond que les bas niveaux ne font pas ça. Miguel utilise sa magie de feu et de brûlure. Un symbole apparaît dans sa main, ainsi qu'une flamme. Chou est impressionné et se demande si c'est de la magie. Puis Miguel lance une boule de feu, mais rien d'extraordinaire ne se passe. Il commence à paniquer et se demande ce qu'il fait de travers. Freddy lui répond qu'il manque d'imagination et qu'il doit dire à l'élément magique quand s'activer. La magie est une compétence qu'on apprend dès la première année. Il devrait déjà être rodé. Miguel dit à son ami de ne pas se prendre la tête quand il est déprimé, et demande comment il peut former la boule de feu qu'il veut. Freddy demande s'il ne sait pas modeler la boule sans les gabarits, et ajoute que la magie ne peut pas se maintenir comme ça. Puis il dit que si Miguel n'y arrive pas, il le fera lui-même. Mais Miguel refuse. Il tend le bras et hurle qu'il est tellement frustré qu'il va brûler ses corps avec un équipement magique. Freddy est surprise, et lui dit que c'est du gâchis de magie, qu'il ne faut pas faire ça. Cette fois, un gantelet apparaît de nulle part. Miguel lance une boule de feu avec le gantelet. Les corps des gobelins brûlent. Il sourit et dit qu'il est un mage né, et vraiment doué. À ce rythme, il va bientôt atteindre le rang S. Freddy dit que s'il continue à crier, il va attirer plus de monstres. Plusieurs gobelins commencent à s'approcher, et elle dit « Les voilà !» Miguel hurle de peur. Les deux mains au sol, Freddy utilise « équipement magique ». Des racines sortent du sol et frappent les gobelins, les attrapant par le cou. Miguel utilise son feu pour achever les monstres. Il sourit et dit que était dangereux. Freddy dit qu'elle est fatiguée. On dirait que elle, équipement magique, consomme plus d'énergie magique, mais au moins il lui reste assez de magie pour rentrer. Freddy commente qu'elle préfère les équipements magiques de type armure, et le garçon se moque d'elle en disant qu'il n'y a rien à faire. Puis ils reprennent le chemin du retour. Était un bon entraînement avant le test de lancer de sorts. Notre héros observe le duo et se demande s'ils sont étudiants. Peut-être qu'il y a une ville pas loin. Plus que tout, il a obtenu des infos importantes grâce à ces deux-là. Des choses comme la magie existent dans ce monde. La magie se crée avec des incantations et des cercles magiques, par l'imagination du mage et la dépense d'énergie magique, et provoque un phénomène physique précis. En revanche, équipement magique varie selon les personnes. C'est une compétence déterminée à la naissance, et la consommation de magie diffère selon l'individu. Apparemment, le cercle magique est un système qui fonctionne tout seul. Chou réfléchit à ce que veut dire énergie magique et conclut qu'il pourrait peut-être l'utiliser aussi. Ça vaut le coup d'essayer. Alors il décide de tenter de lancer une boule de feu pour incinérer les corps restants. Il se demande ce qu'est une incantation, et pense qu'après les souvenirs de Takemitsu Osamu, il n'a que des mages de conte pour référence. Il doit réfléchir au phénomène physique qu'il veut créer. Il doit nommer élément magique pour l'incantation. Shuizu se souvient des études d'Osamu et pense à l'eau. Il connaît sa composition. C'est la seule chose que Takemitsu Osamu maîtrisait quand il ne faisait qu'apprendre. Le garçon ferme les yeux et essaye de se souvenir. Ionisation de la liaison covalente entre l'hydrogène et l'oxygène. Calcul de l'enthalpie.
paramétrage de la pression atmosphérique et liquéfaction de la vapeur d'eau, calcul de l'entropie liée à la pression atmosphérique et à l'humidité pour déterminer l'état de l'eau. Les particules d'eau dans l'espace se rassemblent en une seule. La sphère est dans son état naturel, lorsque l'énergie à l'interface entre l'eau et l'air est minimale. Shu se rappelle que son cercle magique apparaît tout seul. Il forme ce cercle en pensant aux concepts chimiques liés à la formation et à l'existence de l'eau. De l'eau sort du cercle, mais sa forme n'est pas stable. Peut-être qu'il manque de l'imagination? Il se souvient que Freddy parlait d'imagination et d'image mentale. Le garçon se rappelle quand il jouait avec des cadeaux de festival. Un truc appelé yo-yo d'eau. Il était vraiment petit à chaque époque, mais il avait été super content de recevoir ce yo-yo. Devant lui, une boule d'eau apparaît, comme avec son pouvoir d'absorption de vie, l'énergie à l'intérieur de son corps, l'aide à faire ce qu'il doit faire. Il essaye de déplacer la boule, mais elle tombe par terre et se dissipe. Il a besoin de plus de cercles magiques pour la lancer dans une direction. Des commandes plus complexes demandent une imagerie et des incantations plus élaborées. S'il comprend mieux ça, il aura un atout maître pour le futur. 3 mois passent. Quelqu'un dit qu'il n'aime vraiment pas cet endroit. C'est un groupe d'étudiants. L'un d'eux demande pourquoi ils ne font pas la formation pratique ailleurs. Une fille répond que s'il a peur, il peut partir. Jazz dit qu'il va les suivre parce qu'il veut voir la nouvelle magie d'Alice. La fille lui dit de ne pas exagérer. Puis lui demande d'utiliser sa magie de détection pour voir s'il y a des démons dans les parages. Elle veut tester si son pouvoir marche sur les monstres. Jazz baisse la tête et utilise sa magie de détection. Et vous trouvez quelque chose à moins 50 mètres devant. Un fantôme humanoïde, esprit de haut rang. Une fille aux lunettes a peur et dit qu'elle ne se souvient pas d'avoir vu un truc pareil dans la forêt. Jazz dit qu'il devrait attaquer et Alice est d'accord. C'est le moment parfait pour un test. Elle pose ses mains au sol et utilise sa magie des racines et des lianes. C'est le lierre enchevêtré qui capture le fantôme qu'ils ont trouvé. La fille aux lunettes est très émue, et Jazz dit qu'Alice est incroyable. Elle peut même activer un cercle de niveau 2 du premier coup. Le garçon attrape un poignard magique. Shu est piégé dans le lierre enchevêtré. Jazz court vers lui en criant qu'ils n'ont plus qu'à le finir avec son équipement magique. Notre héros le regarde droit dans les yeux. Puis un cercle magique apparaît devant Jazz, qui est surpris. Sorti de nulle part, il est projeté très loin. Alice s'inquiète. La fille aux lunettes se demande quel genre de magie c'était, vu que des créatures comme ça devraient pouvoir utiliser la magie. Alice dit que ça ressemblait à un tour de magie mal visé mais précis. Activer un cercle magique sans délai, ce n'est pas possible pour un simple esprit de haut rang. Shu commence à se libérer du lierre enchevêtré, puis il se prépare à attaquer les étudiants. Alice se jette sur l'autre fille et lui crie d'être prudente. Une explosion se produit. Shu s'approche des lunettes cassées au sol. Les 2 filles sont allongées par terre. Notre héros commente qu'il les a neutralisées. Mais c'est problématique, il n'avait jamais été attaqué par un humain avant. Les 2 gamins d'avant portaient aussi des vêtements comme ça. La différence, c'est que ceux-là étaient hostiles. Shu se demande s'il voulait lui ôter la vie. Derrière lui, Jazz lève son poignard, il crie, furieux pour Shu, éloigné d'Alice. Shu regarde le garçon avec pitié et conclut que s'il veut l'anéantir, il devra faire pareil. Puis il absorbe sa force vitale. Contrairement au monstre, il se demande si quelqu'un a déjà pris une vie humaine. Rien ne change. Il ne ressent rien. Jazz est à terre. Il jette un dernier regard à Alice. Son corps est déjà sans vie au sol. Jazz se demande pourquoi ça arrive. Shu s'approche. Il s'agenouille près du garçon et dit que c'est Jazz qui a commencé. Donc c'est entièrement sa faute. Des larmes coulent sur ses joues et sa vie éteint. Shu pense que si un élève est mort, les écoles vont forcément faire tout un plat. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne l'apprennent. Il s'envole, il ne peut plus rester là. Il doit trouver un autre endroit où se poser. La nuit tombe. Dans une ville entourée de murs, se dresse un immense bâtiment. 2 filles parlent de l'histoire d'un corps retrouvé dans la forêt à la fin de la journée. Les gens discutent du potentiel d'Alice et concluent qu'elle était sûrement bonne à rien, et que c'est de leur faute d'être allée dans la forêt en étant aussi faible. Quelqu'un frappe la table et demande pourquoi. Pourquoi une mage aussi prometteuse de cette école aurait-elle perdu la vie dans une forêt peuplée de monstres de Baran? Un vieil homme demande à une femme si c'est sa faute pour ne pas avoir surveillé, et elle répond que la forêt n'est pas dangereuse. Un autre dit qu'il faut régler ça. Le vieil homme demande s'ils doivent appeler l'armée, et l'homme assis répond qu'elle ne suffira pas, qu'il faut prévenir évêque qu'il pourrait avoir besoin d'aide. En consolant une femme secouée, un autre dit qu'il faut des mesures immédiates. Beaucoup d'élèves vont dans la forêt, et seuls ceux de rang F en ressortiront vivants. Le président annonce que pour l'instant la forêt sera scellée, et tout accès interdit. Il veut que les professeurs disponibles continuent d'enquêter. Les professeurs partent. Le président espère que sa mauvaise intuition ne se réalisera pas. Quelqu'un jette un coup d'œil par la porte. Ce sont des élèves. Pendant ce temps, Shu éloigne de la forêt. Au milieu de la forêt, plusieurs esprits flottent. Shu est assis parmi eux. Le garçon pense que les créatures discutent encore de quelque chose. Après ce qui s'est passé,
Il s'enfonce dans la forêt, les jours d'absorption lente de la vie des monstres continuent. Sans s'en rendre compte, ils l'entourent, pensant ou marmonnant souvent à voix basse. Ce sont des fragments, et pour eux, Shu est un être supérieur. En gros, l'idée est que les menaces peuvent être évitées en restant près des forts. Shu se pose beaucoup de questions. Il se dit qu'il est peut-être humain finalement. Un des esprits s'approche pour dire quelque chose, mais le garçon ne comprend pas. Puis il entend un bruit, ce sont des pas, toutes les créatures se cachent. Deux personnes entrent dans la forêt. L'une dit que c'est là, l'autre confirme. Soudain, les arbres derrière lesquels Shu se cache se fendent. Il se demande si c'est un esprit de haut rang, mais il semble bien trop puissant pour ça. Quoi qu'il en soit, ils doivent agir pour leurs élèves. Ce sont les preuves qu'il leur faut. L'homme ordonne à Puyi d'avancer. Shu est perdu. Un oiseau se pose sur son épaule, laissant le garçon sans voix. Soudain, il s'envole en emportant son bras. Shu hurle. Son corps s'est séparé bien trop facilement. L'oiseau apporte le bras de Shu à l'homme qui le félicite. L'autre dit qu'il est plus coriace qu'il ne le pensait. Shu se demande s'il joue avec son corps grâce à cet oiseau, et réalise que ces deux-là sont bien plus forts que le trio précédent. Le garçon conclut qu'ils veulent l'anéantir. Un des hommes ordonne à l'oiseau de finir Shu pendant que l'autre savoure le spectacle. Il se demande ce qu'il doit faire, il n'est pas assez rapide pour les tuer, et il semble ne pouvoir porter qu'un seul coup final. Il doit les achever tous les deux en même temps. Il doit juste gagner du temps pour compléter les cercles magiques. Il doit trouver un moyen de les distraire. Quelque chose attire l'attention de l'homme aux longs cheveux, puis il demande à l'autre quel genre de magie c'est soudainement, mais l'autre répond que ce n'est pas lui qui la lance. Plusieurs cercles magiques apparaissent. L'homme est choqué, et dit que c'est énorme. Plus grand que le 10e niveau, ça ressemble à un sort interdit. Il se tourne vers Shu, et lui demande qui a invoqué un sort aussi massif, et de quel type de technique il s'agit. Il n'a jamais rien vu de tel dans sa carrière d'enseignant. Shu réfléchit que ça n'a pas d'importance puisque ce cercle est juste un stupide écrit. Un simple bluff. Une attaque inconnue comme ça fait forcément perdre la concentration. C'est suffisant pour qu'il utilise de la vraie magie. Un des hommes crie à l'autre de regarder les pieds de Shu. Il y a un cercle magique là, ça doit être quelqu'un de rang inférieur qui l'a ouvert. L'homme est choqué, il réalise que c'est Shu qui a éliminé les élèves l'autre jour. Puis il hurle à Puyi d'attaquer et de finir Shu. Le garçon dit qu'il finit juste les derniers détails, puis une énorme explosion se produit. D'une autre partie de la forêt, 3 enseignants voient ce qui s'est passé. Un enseignant dit que c'est dans la direction d'une autre unité scolaire. Un autre hurle de contacter immédiatement l'institut et de trouver quelqu'un avec une magie de l'eau puissante pour éteindre le feu. Un silence tombe. Shu est au milieu de nombreux arbres brûlés. Le garçon se dit qu'il pensait que ça finirait autrement. Les expériences d'explosion dans l'arrière-cour de l'hôpital ont été utiles. Un acide explosif, plus facile à déclencher que de la TNT. Aussi simple à synthétiser à partir de l'air et du sol. Combiné à de la magie résiduelle, et amplifié par une magie vibratoire, l'explosion elle-même était un phénomène physique. Shu ne savait pas si ça l'affecterait ou pas. Était un pari risqué. Ses connaissances le protègent. Soudain, quelque chose de magique se produit dans son bras. La puissance magique dispersée s'accumule, et son corps spirituel commence à se régénérer. Les deux semblent avoir été anéantis par l'explosion. Plus de puissance magique se rassemble là. Shu mime qu'il porte maintenant des vêtements neufs et propres, et se demande s'il a encore évolué. Un groupe approche. Il pense que même s'il s'est un peu remis, il ne peut pas encore affronter plusieurs adversaires en même temps, il vaut mieux aller ailleurs. Le garçon vole dans le ciel. Puis, il repère un endroit, c'est la capitale. Ramza à la porte, 2 personnes essayent d'entrer, et les gardes demandent leurs autorisations. Shu pense qu'il porte les mêmes vêtements que les gars qu'il vient d'anéantir. S'il le voit, ça va poser problème. Il doit trouver un endroit où se cacher. Au cimetière, une femme et un enfant se tiennent devant une tombe. Un soldat s'approche et dit qu'il est temps de rentrer, sinon les morts vivants attaqueront. La femme s'excuse pour le dérangement, et l'enfant demande ce que c'est. La mère explique que la nuit, elle serait la proie de monstres effrayants si elle n'y fait pas attention. Le soldat s'approche. Il s'agenouille devant l'enfant et dit que les cadavres magiques la protégeront pour que la petite fille puisse rentrer chez elle en sécurité. Elle est impressionnée. Lui tendant les fleurs qu'elle porte, elle lui souhaite que la magie lui sourie. Elle et sa mère s'en vont. Les autres soldats discutent entre eux, disant que les morts vivants ne sont pas une menace, puisqu'ils ne sont que des squelettes et des soldats de Baran, tandis que celui qui a reçu les fleurs est tout joyeux. Shu se cache derrière les tombes et pense que c'est un cimetière ordinaire, un bon endroit pour faire le plein de magie. Même s'il y a des gardes à l'entrée et à la sortie, l'endroit ne semble pas être très surveillé, à part la patrouille de devant. Tant qu'il ne fait pas trop de mouvements inutiles, il peut utiliser cet endroit comme sa nouvelle base. Shu se souvient à quel point son bras a été détruit si facilement. Ça veut dire qu'il peut être vaincu rapidement. Quelque chose s'approche, ce sont les squelettes errants, ils sont déjà là. Shu dit qu'ils vont être son repas et utilise son pouvoir d'absorption de vie. Pendant ce temps, à Hal, église anti-démon, quelqu'un marche rapidement dans les couloirs. Un homme sur un piédestal dans l'aile, église dit qu'il voulait voir Zek et s'excuse de le déranger. Zek, le chevalier sacré de rang A, répond que ce n'est pas un problème, que ses convocations passent avant tout, en ami,
et par devoir. Puis Zek s'approche et demande pourquoi cet homme a besoin de lui. Il répond que la prêtresse princesse de la Sainte Grinia a fait une prophétie. Elle a prévu qu'un désastre va frapper ces terres. Zek est surpris que Grinia ait demandé une enquête, et que le chevalier doit rechercher et signaler tout signe d'anomalie. Puis il demande si Zek se souvient de ce qui s'est passé dans la forêt il y a quelques jours. 3 étudiants ont disparu, et 2 professeurs ont été victimes d'une explosion. En plus, des choses étranges se passent récemment dans les cimetières publics du royaume de Ramza, le nombre d'attaques a chuté brutalement. Zek demande pourquoi cela arrive. L'homme dit que c'est juste son intuition en tant que serviteur de Dieu, mais il pense que ces incidents sont liés et peuvent être connectés à la prophétie. Enfin, l'homme dit qu'il demande à Zek, non pas en tant qu'évêque, mais en ami, d'aider à comprendre ce qui se passe au cimetière. En tant que mage de son rang, il pourra gérer toutes les éventualités. Zek accepte la mission. Au cimetière, le soldat commente que ce ne serait pas un gros problème si Zek était un monstre de bas ou moyen rang, mais ils n'ont jamais vu une chute aussi brutale des attaques. C'est probablement un esprit, mais il semble accumuler de la puissance magique pour une raison inconnue. Il prendra les devants puisqu'il l'a déjà localisé en détectant sa magie. Zek pense que si ce n'est qu'un squelette, un seul coup devrait suffire, mais il se rappelle ce que l'évêque a dit sur la connexion entre ces incidents. Calmement, Zek affirme que quoi qu'il arrive, son esprit s'en chargera. Shan dit dans son trapanté froid, un squelette s'approche. Shu pense qu'un cercle magique peut être accéléré par la chaleur et élan. Ensuite, il suffit d'assigner une valeur numérique à l'accélération et de transmettre la force cinétique au négatif. Il lance une boule de feu vers la créature. Le squelette est touché et commence à brûler désespérément. Shu le compresse et le dissout avec sa magie. Il sent son corps changer à nouveau, c'est la sensation d'évoluer encore une fois. Depuis son évolution, ses réserves magiques et le nombre de sorts qu'il peut lancer ont beaucoup augmenté. Après y avoir passé tant de temps, il a compris que plus il puise de magie en eux, plus il évolue, et dans ce processus il a acquis de nouvelles capacités. Parmi elles, la détection magique, qui lui permet de canaliser sa magie comme une toile d'araignée pour repérer la présence d'êtres dans une zone donnée. Shu se dit qu'il l'avait sûrement localisé dans la forêt, grâce à cette capacité, c'est une compétence brillante. S'il y a une entité hostile qui s'approche, il pourra la détecter. Quelque chose attire son attention, un groupe arrive. Ils ont une puissance magique notable, donc mieux vaut filer au cas où. Les hommes s'approchent, Shu essaye de échapper, mais ils le suivent. Ils savent où il est. Il ne peut pas échapper, et le groupe s'arrête devant lui. Un soldat dit au capitaine Zek, le voilà. Il commente que ça ressemble à un esprit cauchemardesque, et un des gardes dit qu'il a dû évoluer et devenir plus puissant. Zek attrape sa lance et dit que, quoi qu'il en soit, ils vont éliminer. Shu demande si cet homme veut aussi l'achever. Zek demande ce que dit l'esprit, et le gars à côté de lui explique que les esprits communiquent par télépathie, donc on ne peut pas vraiment savoir. Le garçon remarque qu'ils sont habillés différemment, ça doit être des soldats du pays. Il ne comprend pas pourquoi il l'attaque alors qu'il n'a rien fait. Puis Shu se prépare et décide de finir le cercle magique avant qu'il n'arrive jusqu'à lui. Il va pratiquer les techniques qu'il a apprises. Zek crie à tout le monde de se préparer. Autour de tout le groupe, un cercle magique s'ouvre. Le domaine de la fente céleste. En un seul mouvement, tous ceux autour de Zek sont tranchés en deux. Shu remarque que cet homme est différent des autres. Le domaine de la fente céleste est un des nombreux arts qu'il a maîtrisé en restant au cimetière. Si tu essayes d'appliquer un effet magique directement sur une créature, les atomes magiques qui recouvrent son corps vont interférer avec ton sort et annuler l'effet. Alors en premier lieu, il peut absorber la vie au niveau atomique pour capter d'abord la puissance magique. La deuxième étape, c'est de briser les liens et de diviser la cible. Le problème, c'est que ça ne marche pas si l'adversaire a trop de magie à absorber d'un coup, donc c'est pour les cibles faibles. Contre Zek, ça ne fonctionne pas. L'homme regarde les soldats tomber et se demande ce qui s'est passé. Ce n'est pas possible qu'un simple démon puisse lancer des sorts aussi vite. Un esprit cauchemar de niveau moyen ne devrait pas pouvoir abattre autant de soldats d'un coup. En plus, les soldats entraînés n'auraient pas dû tomber si facilement. Ils ne devraient pas être étendus par terre. Shu le fixe. Zek hurle de rage. Il ordonne aux démons, ennemis de l'humanité, d'écouter. L'homme lève sa lance, plusieurs autres apparaissent, et il dit que cette nuit sacrée, Zek Barat aura sa vengeance. Shu remarque que c'est une arme magique, et qu'elle contient beaucoup de magie. Ce n'est sûrement pas une bonne idée de prendre ce risque. Le garçon utilise son pouvoir. Les lances tournent vers lui. Zek leur ordonne de finir le travail. Shu pense que c'est une formule magique complexe qui demande de la concentration. Il ne peut pas se permettre d'être distrait. Les lances foncent sur Shu, qui ouvre un cercle magique devant lui. Elles commencent à traverser le cercle et frappent Shu, d'abord au ventre, puis à la tête. Alors il active le cercle magique accéléré. Le cercle devant lui fonctionne comme un bouclier et dévie les lances, qui se mettent à voler dans toutes les directions. Une lance fonce droit sur Zek, il est touché à la tête. L'homme est sonné, et toutes les autres lances se dirigent aussi vers lui. L'homme hurle. Il est couvert de lances, empalé de toutes parts. Shu commente qu'il avait beaucoup de magie.
S'il s'agissait d'un simple duel, Zek aurait probablement gagné. C'est pour ça qu'il a utilisé sa magie d'accélération pour manipuler les vecteurs et changer le point d'attaque de la lance. Si tu changes la direction du flux, les magies ne s'opposent plus. La formule de rotation, qui est longue et difficile, a pris presque toute son attention, mais ça a marché. Shu s'approche pour absorber la vie de Zek et récupérer sa magie. Il le fait, rapidement, son corps se régénère. Le nombre de chevaliers saints était assez élevé, et ils avaient accès à une bonne puissance magique. C'est comme si toute sa forme changeait, le garçon prend une grande inspiration. C'est intéressant. Il n'a pas de corps à tendre, mais c'est ce qui se passe quand il évolue. Devant les corps, il dit qu'il pense se cacher au fond de la forêt des démons, où personne ne va. Le corps de Zek est dans un cercueil, son visage couvert, et un homme suggère à Lel, évêque, de ne pas regarder son visage. 2 mages, gardiens du cimetière, 3 membres du corps mascotte et un chevalier de l'ordre saint ont été retrouvés sans vie, comme se tuer dans la forêt. Elle, évêque, regarde le corps de Zek dans le cercueil. Il demande que les âmes du chevalier Zekbarat et de tous les braves soldats mages retournent au trône de Dieu. Elle, évêque, pense qu'il aurait dû prendre la prophétie sacrée de Grinus plus au sérieux. Mais ressasser ses erreurs ne ramènera pas son ami. Les yeux remplis de rage et en pleurant, évêque se dit qu'il déteste la peste qui a anéanti ses amis. Il jure alors par la magie qu'il vengera Zek. Après l'incident au cimetière, Shu a erré dans les profondeurs de la forêt pendant des mois, des mains tranchent le corps d'un cerf. C'est le village des monstres dans la forêt d'Eldera. Les monstres se disputent entre eux. Puis quelque chose attire leur attention, c'est Shu qui s'approche, ils s'agenouillent tous pour l'accueillir. L'un d'eux accueille Shu et explique qu'un humain est passé près de l'entrée de la forêt, et que des gobelins désobéissants ont été sacrifiés. Shu répond qu'il n'y a rien à faire pour ceux qui se font attraper, mais qu'il faut leur dire de partir quand ils les voient, s'ils ont assez de cervelle pour comprendre. Le gobelin dit que pour les démons de haut et moyen niveau, ces ordres doivent être respectés. D'une façon ou d'une autre, Shu est devenu le chef des monstres de cette forêt. Était le jour où il a recommencé à attaquer les monstres, mais parmi eux se trouvaient des forts de rang supérieur. Il s'agissait du roi gobelin et du sanglier démon de haut rang. Après avoir vaincu les deux, leurs subordonnés ont commencé à le suivre. Shu a dit que ça ne changeait rien qu'ils soient ses subordonnés, ils ne pouvaient rien faire pour eux. Ils ont répondu qu'ils ne demandaient pas à Shu de les diriger, la soumission au plus fort est essentielle pour survivre et prospérer. Shu réfléchit que c'est comme ça que fonctionnent les esprits et monstres de bas niveau. Le garçon décide d'accepter leur offre, il n'y avait aucun inconvénient. Maintenant, il commande un village de monstres sans souci de puissance magique ou d'ingérence humaine. De loin, Shu observe la vie. Il se dit que ce serait bien si rien n'arrivait et qu'il pouvait continuer à vivre paisiblement comme ça. Soudain, il sent quelque chose. C'est une présence qui attire son attention. Shu scrute la forêt. Il perçoit une quantité raisonnable de puissance magique à proximité. Une fille court. Elle traverse la forêt en courant. Elle semble fuir quelque chose. Un monstre la poursuit. La fille regarde en arrière, effrayée, puis dit que la créature est très tenace et utilise la magie d'enchantement, expansion. Un cercle magique apparaît devant elle, mais il ne s'active pas, laissant la fille perplexe. Elle énerve, et se fait frapper en plein torse. Par le monstre, il la transperce, et elle tombe au sol. La créature la regarde, tandis qu'elle roule sur le sol de la forêt. Soudain, la blessure sur sa poitrine commence à guérir toute seule, ce qui attire l'attention du monstre. Puis il se met à lui faire mal, la fille hurle pour qu'il arrête. Elle est désespérée, pleurant que ça fait mal. Sachant que la blessure guérit instantanément, la créature la blesse, et prend plaisir à sa douleur. Elle attrape le bras de la fille n'a pas d'amis, et ne peut pas perdre la vie. Elle vit un enfer sur terre, en larmes. Elle dit qu'elle veut tout recommencer, et supplie quelqu'un de l'aider. Shu observe tout d'en haut. Il se dit que la créature a mauvais goût. Le garçon pense qu'il devrait anéantir le monstre, et prendre son pouvoir magique. Après tout, ce serait un problème de le laisser faire, puisqu'il pourrait attaquer le village. La fille est dévastée entre les mains du monstre. Puis elle se tourne vers Shu, il sursaute. Toute blessée, elle le regarde. Le garçon se rappelle être à l'hôpital. Il se souvient que sa sœur lui disait qu'elle ne le laisserait pas mourir. Son père commentant qu'il ne faut pas s'inquiéter des frais d'hospitalisation, et sa mère disant qu'elle est très heureuse de lui avoir donné la vie. Il avait une famille chaleureuse et attentionnée, mais il voulait juste vivre. Shu commente qu'on dirait qu'elle a une vie ennuyeuse. La fille est surprise. Il s'approche du monstre et écrase sa tête du pied, la détruisant. Elle est choquée et Shu la fixe, puis le garçon absorbe énergie du monstre, laissant la fille sans voix. Elle demande alors qui il est, et pourquoi il l'a aidé. Shu répond qu'il ne l'a pas sauvée. Pour une raison quelconque, le regard désespéré de la fille a surpassé ses souvenirs d'enfance. Au final, Shu dit qu'il a simplement mis fin à la vie du monstre, en disant que ça ne lui fera plus mal. Le garçon éloigne en disant au revoir. La fille crie à Shu de l'attendre. S'il te plaît. Elle le remercie pour son aide, se présente comme Iris Silverbread, et le garçon se présente comme Shu Arclight, lui demandant pourquoi elle est là. Iris répond qu'elle cueillait des herbes car elle est une répétitrice. Elle désigne un chemin pour passer. Elle devait ramasser des herbes médicinales près de l'entrée de la forêt d'Eldera, mais elle s'est rendue compte qu'elle était déjà à l'intérieur, poursuivie par des loups-garous.
Shu commente qu'elle dit être une répétitrice, mais il n'en est pas convaincu. La fille devient nerveuse et explique qu'elle est répétitrice parce qu'elle n'est pas douée en magie. La magie, c'est aussi la base la plus simple. Tu ne peux utiliser que l'impact du vent de premier ordre, et même ça échouera si tu fonces tête baissée, peu importe ta magie. Shu la regarde, puis demande si elle ne devrait pas apprendre la magie, et elle répond que c'est impossible parce que le professeur ne l'aime pas. En plus, sa magie est de type étendu. Son vêtement magique est une compétence immortelle qui couvre son corps, comme un noyau de puissance. La sensation de douleur disparaît tant qu'il y a de la magie, mais elle ne peut pas mourir. Le garçon réfléchit au pouvoir de l'immortalité, et à toutes les choses qu'il ne comprend pas encore dans ce monde. Il évitait les humains, mais un jour il devra apprendre à les connaître. Il l'emmène au bord de la forêt et lui dit que si elle suit ce chemin, elle rentrera chez elle, heureuse. Iris le remercie, et demande où il habite pour rentrer ensemble. Mais Shu dit qu'il retourne dans la forêt. La fille est confuse, le garçon commence à expliquer, mais une créature géante apparaît soudain. C'est une liane de tentacules maléfiques, de bas niveau, mais si tu te fais attraper par le lierre, tu seras en danger. Elle demande s'il n'a pas un pouvoir magique spécial. Shu se plaint qu'Iris le gêne, puis frappe le monstre avec un champ spatial, le découpant en plusieurs morceaux. Iris sursaute, le garçon la calme en lui disant de suivre son chemin, mais la fille est choquée et demande quel genre de magie était. Elle n'a jamais vu ni entendu parler d'un cercle magique comme ça. Par sa taille, c'est du niveau 6, mais ce niveau d'attribut vent, c'est le voile cyclone, et en plus, la technique se développe vite. En regardant Shu, Iris demande ce qu'il est. Il se regarde un moment, puis il sourit, et répond que c'est un secret. Elle est confuse, il se plaint qu'Iris fait trop de bruit, et lui dit de rentrer chez elle. Alors qu'il éloigne, elle dit qu'elle a encore des questions et ne partira pas tant qu'il n'aura pas répondu, mais Shu se plaint qu'elle est restée trop longtemps. La fille râle, puis le garçon utilise sa magie. Elle est rapidement téléportée chez elle. Tout le monde autour est confus, ne sachant pas d'où elle vient. Iris se demande comment Shu peut envoyer des gens comme ça. C'est un pouvoir magique de haute technologie. Même un mage de sa classe ne peut l'activer que à plusieurs. Elle pense au garçon et conclut qu'elle doit le revoir une dernière fois. Elle se souvient de ses parents lui souhaitant du bien, et se demande pourquoi elle est si nulle. C'est un homme qui crie qu'elle ne réussit pas son test de magie simple, et qu'il doit lui donner des cours de rattrapage. La fille s'excuse auprès du professeur. La main sur la tête, il dit que ses parents étaient des sorciers talentueux et exceptionnels. La fille regarde et s'excuse encore une fois. Le professeur la fixe et dit qu'elle aurait dû mourir. Puis Iris s'excuse, et dit que son corps ne mourrait pas, même si elle le voulait. Ses camarades la jugent, disant qu'elle est vraiment idiote, et qu'un puits de magie est gaspillé à cause de ses cours de rattrapage. La fille s'isole. Elle entend la voix de ses parents lui disant que ça va aller, qu'elle ne doit pas avoir peur de continuer à vivre, malgré les difficultés. Puis, elle répond que ça va aller, et dit à ses parents d'arrêter de s'inquiéter. Elle va faire de son mieux. Dans une forêt, Shu court, poursuivi par des gobelins. Les gobelins sont agités. Ils disent à Shu qu'ils sentent une humaine femelle dans le coin, mais le garçon nie. Indigné, il affirme que le seigneur de la forêt est absolu, et ordonne aux gobelins de retourner au village. Il regarde la scène et commence à penser qu'Iris aime se faire attaquer par des monstres alors qu'elle est piégée. Il vient à son secours et elle le remercie. Shu demande pourquoi Iris est revenue ici, et elle répond que était pour lui. Les larmes aux yeux, Iris fixe Shu, puis elle lui demande de lui apprendre la magie. Le lendemain, il utilise une magie de niveau 6. Même les professeurs de l'académie ne maîtrisent que la magie jusqu'au niveau 4. En clair, Shu est plus fort qu'eux. Si elle peut apprendre avec lui, elle pourrait vraiment se démarquer à l'académie. À genoux devant lui, elle dit qu'elle ne veut pas finir inutile et qu'il est son dernier espoir. Shu répond qu'il est autodidacte, donc il sait peu de choses, mais la fille est très émue. Le garçon pense à sa sœur, et commente que les souvenirs de sa vie passée sont très douloureux. Finalement, il accepte de lui enseigner et la fille s'excite, mais il veut quelque chose en échange. Qu'elle lui explique tout sur ce monde, la ville, l'académie, la magie et les mages. Iris est confuse que Shu ne sache rien et pourtant maîtrise une magie de ce niveau. Le garçon dit qu'il est autodidacte. Pensif, elle admet que c'est vrai que tout le monde peut apprendre la magie contrairement à la sorcellerie. En souriant, elle accepte leur échange. Shu pense qu'elle n'est pas la seule à y gagner et que cet accord suffit pour vivre dans ce monde. Elle commence à expliquer qu'ils doivent d'abord parler des bases de la magie. La magie est composée de 4 éléments et 2 pôles. En plus des éléments feu, eau, vent et terre, il y a 8 pôles de yin et yang, donc on dit que le monde est fait de 12 éléments au total. Ensuite, la magie sert à puiser dans ces règles du monde et à les manipuler. La création de phénomènes artificiels et de la sorcellerie, et le cercle magique complet active la magie. Shu dit qu'il a compris. Alors qu'il interprète les phénomènes naturels avec des lois et des chiffres, ces humains comprennent le monde comme un concept. S'il veut créer de l'eau, il suit les lois de la physique. Par exemple, le feu réchauffe mais détruit, l'eau hydrate mais aussi corrompt. Après classification, ils utilisent cette dualité pour lancer des sorts. Shu demande ce que sont les niveaux, et elle répond que la magie est classée selon sa puissance et sa complexité.
Les sorts de niveau 1 et 2 sont faibles, 3 et 4 moyens, 5 à 7 élevés, et 8 à 15 sont militaires, nécessitent des cours tactiques spéciaux, et contiennent des sorts interdits. Excitée, elle dit que c'est maintenant son tour. Shu se plaint que la leçon est courte, mais la fille dit que c'est un échange équitable. Le garçon demande quel type de magie elle veut apprendre, et la fille répond « Iris ». Shu est confus, puis elle se rappelle que son nom est Iris. Tout excitée, elle dit qu'elle veut le plus basique du basique, le vent niveau 1, elle veut lancer une brise invisible à longue distance. Shu réfléchit au calcul de l'impact du vent, crée un cercle magique avec des brises, et lance une brise en demandant si c'est ce qu'elle veut apprendre. Iris s'excite et confirme. Il demande si elle a compris ce qu'il a fait, et la fille dit que le garçon a rassemblé la puissance du vent, puis l'a relâché. Shu demande ce qu'est le vent et d'où il vient, mais elle ne sait pas. Alors Shu lui dit d'essayer, la fille met toute sa force, mais ne peut rien créer. Un cercle magique commence à se former, mais disparaît vite. Tandis qu'Iris est blessée, Shu explique que les ondes de choc viennent de la compression de l'air. Il applique ça aux situations spatiales et aux sorts d'accélération. Quand la technique se déclenche, les molécules d'air accélèrent dans une direction puis se compressent si vite qu'une onde se forme. C'est ça qui crée l'onde de choc. Son onde a une formule séparée, avec un champ pour compléter la magie. Si la puissance magique la traverse, la magie s'active. Donc il y a une raison pour laquelle le cercle n'a pas pris forme. S'approchant d'Iris, Shu dit que c'est parce qu'elle ne comprend pas la nature des choses. En chantant, un son sort, mais c'est flou. C'est comme lire un texte à voix haute. Mais si tu ne comprends pas le contexte, la scène ne prend pas vie. Iris réalise qu'elle n'est pas une ratée. Elle ne sait juste pas comment comprendre. Peut-être que la magie c'est ça, comprendre le monde. Personne ne lui avait jamais dit ça avant. Shu explique que chanter doit être plus que des mots. S'il interprétait partie par partie, il pourrait peut-être activer la magie. Pour l'instant, ils doivent essayer de décomposer et comprendre les sorts et les formations. Iris dit qu'elle n'y arriverait pas. Elle était une ratée. En souriant, un garçon dit qu'ils vont le faire ensemble. Et en plus il apprend encore plus. La fille est surprise, puis baisse les yeux. Shu demande ce que veut dire ce mot, et la fille le traduit par « un peu ». C'est la définition du vent qui crée des ondes de choc grâce au cercle. Nerveuse, elle avoue ne pas savoir ce que ça signifie. Et Shu suggère que ça pourrait être cette position et cette écriture. Le garçon a un autre trou de mémoire de son enfance. Il se rappelle être enfant, demander ce que ça veut dire, et son père lui répondre que Samu est très curieux. Excité, l'enfant dit qu'il sera peut-être un érudit plus tard. Un choc retentit, et une rafale de vent apparaît dans les mains d'Iris. Elle est choquée. Ce N était pas très fort, mais Iris est excitée, et dit qu'elle a réussi à lancer un sort pour la première fois. Puis elle ajoute que personne ne la comprenait. Elle ne savait rien et ne cherchait pas à comprendre. En regardant le garçon, elle dit qu'elle veut en savoir plus sur lui et sur la magie. En souriant, Shu répond que lui aussi, il a compris que seule la connaissance pouvait l'aider. Mais plus il passait de temps avec Iris, plus il se souvenait de sa vie passée. Ce n'est pas un mauvais sentiment. Le temps passe, et Shu et Iris étudient de plus en plus la magie ensemble. Les camarades de classe d'Iris commencent à se demander où elle a appris tout ça, et pensent que c'est juste un coup de chance. Ils demandent aussi si elle s'est vendue au professeur. Les professeurs discutent du fait qu'elle utilise de la magie de niveau 7, mais qu'elle cachait ce pouvoir jusqu'ici. Tout le monde est stupéfait, et en plus, c'est la fille d'un grand mage. Le nom d'Iris Silverbread est désormais reconnu, sa graduation est confirmée. L'année prochaine, elle deviendra chevalier sacré au service du culte démoniaque. Tout excitée, elle part dans la forêt pour retrouver Shu et lui annoncer qu'elle a réussi l'académie des mages, grâce à lui qu'il a aidé ces 2 dernières années. Le garçon sourit, puis la fille remarque que les expressions du garçon sont devenues plus douces avec le temps. Le garçon, confus, dit que si c'est arrivé, c'est sûrement grâce à elle. En côtoyant la humaine Iris, chaque jour et en découvrant ce monde, il a senti ses émotions ressortir. Longtemps il n'avait ressenti que du vide, mais maintenant il est heureux pour elle. Était clairement l'influence d'Iris. Puis il demande ce qu'elle veut faire maintenant qu'elle est diplômée, et la fille répond qu'elle va travailler à elle, église du culte démoniaque d'Eliana, et devenir chevalier sacré. Shu se rappelle du chevalier sacré Zek Barat qu'il a anéanti. En s'éloignant, Shu dit qu'il devrait arrêter de se voir et lui dit au revoir. Iris est déconcertée. Le garçon explique que les chevaliers sacrés chassent les démons, et Iris confirme que les démons sont totalement mauvais. Shu se demande comment ils ont pu se connaître pendant 2 ans sans qu'elle réalise qu'il est un démon. Sérieusement, elle dit qu'elle détesterait ne plus jamais le revoir, et qu'elle est là parce qu'elle voulait que Shu assiste à sa cérémonie d'intronisation. Chaque année, sur la place de la cathédrale, a lieu une cérémonie pour les diplômés qui deviendront chevaliers de l'ordre sacré. Elle voulait que Shu regarde cette fête avec elle, avec gratitude. Elle n'a ni père ni mère, donc personne n'a jamais assisté à une cérémonie comme ça pour elle. Elle attendait ça depuis longtemps. Shu prend une profonde inspiration et dit qu'il viendra. Elle dit que s'il rompt sa promesse, elle ira le chercher. Le garçon accepte. Iris dit qu'il doit aussi continuer à lui enseigner la magie. Et Shu est d'accord. Puis Iris fait ça avec enthousiasme. Il sourit et elle prend sa main en disant qu'il n'a pas changé du tout.
La ville est couverte de banderoles. Des marchés vendent toutes sortes de marchandises. Chou se promène dans la ville. Il s'arrête à un stand et demande s'il y aura un festival. Le garçon se plaint que la ville est hyper animée. L'homme du stand explique que c'est à cause de la cérémonie de remise des diplômes des nouveaux chevaliers sacrés et que le nombre de protecteurs en ville va augmenter. Il demande à Chou s'il est un voyageur, vu qu'il ne connaissait pas ça. Le garçon réalise que s'il se matérialise, il peut se fondre dans la civilisation. Il avoue juste avoir oublié que la cérémonie avait lieu ce jour-là. Quelqu'un dit que les démons doivent être détruits. C'est elle, évêque, qui déclare que les enfants bénis par la magie sont devenus des chevaliers sacrés au service de elle, Église. Parmi les diplômés, il y a Iris. Un homme dit que le soleil va bientôt se lever juste au bon endroit. Les diplômés sont tous alignés en train de discuter. Puis quelqu'un appelle Iris. C'est Liel, évêque, qui dit se souvenir de ses parents, Dahlia et Rose. C étaient d'excellents chevaliers. Iris est surprise. Elle, évêque, ajoute que, d'après ses souvenirs, ils étaient en plein milieu de la guerre. La jeune fille dit qu'ils sont morts en accomplissant leur devoir, sacrifiant leur vie face à un démon. Touchant son épaule, il lui offre ses condoléances et dit que Dieu veille sur eux. Si elle continue de servir Dieu et de détruire les démons, elle sera récompensée. Ils doivent rester fidèles à elle, Église, et anéantir les démons avec sincérité. Elle, Église, compte sur les nouveaux diplômés. La porte s'ouvre. Dehors, toute la population célèbre les nouveaux chevaliers. Iris dit qu'il y a tellement de monde, et un garçon à côté d'elle dit que c'est normal que les gens soient heureux. Peu de gens deviennent chevaliers sacrés, il faut augmenter les effectifs, même un peu. Elle devrait être fière d'avoir été choisie. Dès qu'elle est devenue chevalier sacré, elle a reçu plein de bénédictions. Elle se demande si elle pourra combattre les démons et donner sa vie comme ses parents. Quelqu'un est perché dans un arbre, Iris sent sa présence. C'est Chou. Il est venu assister à la cérémonie. Ses yeux brillent et l'homme l'observe de loin. C'est Chou qui l'a amené dans ce bel endroit ensoleillé. Elle est sûre que tout ira bien. Chou lui demande comment lire un mot. Alors Iris lui lit un passage du livre. Le garçon demande si elle est sûre de ce qu'elle fait. Même si c'est un échange équivalent, elle passe sa journée à lui enseigner. Iris dit que ça va, elle veut donner le meilleur d'elle-même pour la mission du jour. Après la cérémonie, ils ont commencé à se retrouver dans les rues. Il a appris la langue et la culture du pays d'Iris. Comme toujours, elle continue d'apprendre la magie en échange. Dernièrement, la fille se plaint beaucoup de son boulot. Elle se sent à l'aise pour parler avec Chou et aimerait que les autres garçons prennent exemple sur lui. Elle ne peut rien y faire si tous ses collègues sont des hommes et qu'elle reçoit beaucoup d'attention de leur part. Comme elle était très imprudente avant et s'est blessée, elle a appris la magie de guérison. Chou est un peu perdu, et Iris explique que c'est dur d'être vu comme l'autre sexe quand ils sont juste collègues. Elle dit qu'il y en a un en particulier, un gars nommé Ymir, qui la dérange tous les jours. Ymir arrive soudainement et dit qu'il n'aurait jamais cru la voir là, mais que c'est sûrement le destin. La fille est sous le choc. Le garçon l'invite à manger, mais elle refuse. Elle déjeune tranquillement avec Chou, elle ne sortirait jamais manger avec un collègue. Ymir est déconcerté. Il observe en silence un moment, puis demande pourquoi elle mange avec un gars qui sent la pauvreté. Une belle femme comme elle devrait viser plus haut. Il s'approche et dit qu'elle fera partie de sa famille, et qu'elle ne doit pas ternir sa dignité. Même s'ils ne sont pas encore mariés, elle doit obéir à son futur mari. Ymir dit qu'elle a un bel avenir, et qu'elle doit le préparer rapidement, car elle portera son enfant. C'est le devoir d'un mari de prendre soin de sa femme. Chou pose sa main sur le livre, puis dit que c'est du harcèlement. Ymir le fusille du regard, furieuse. Chou dit qu'il n'aime pas ça, et ordonne à Ymir de dégager. L'homme reste silencieux un instant, puis dit à Chou de ne pas lui donner d'ordre, et lui intime de partir, le traitant de morceau de livre. Iris crie à Ymir de ne pas être impoli, et l'homme affirme qu'il est un excellent mage héritier du sang des Balars, et qu'Iris est une belle femme. Il a donc le droit de l'épouser. La fille lui dit de ne rien ajouter et affirme que Chou est son maître, bien mieux que lui. Ymir est outré, et demande si c'est une blague. Comment ce type pourrait-il être son maître? Puis il demande de quelle famille vient Chou. La plupart des mages réputés viennent de familles célèbres. Shun pense qu'il ne peut pas dire qu'il est un démon héritier d'un savoir d'un autre monde. Alors il dit avoir abandonné sa maison parce que la vie nocturne n'était pas pour lui. Il préfère étudier les vérités de la magie plutôt que d'anéantir des démons. Ymir rigole et demande s'il est vraiment mage, le traitant de simple raté qui a désobéi à sa famille et n'arrive pas à se faire un nom comme érudit. Iris se dispute avec Ymir, qui s'éloigne en souhaitant bonne chance au raté. Chou et Iris restent silencieux. Finalement, elle s'excuse auprès de lui. Elle s'assoit, s'excusant encore, mais Chou dit que ce n'est pas elle qui doit s'excuser. Il n'est pas fâché. Elle essaye de dire quelque chose, mais Chou lui met un morceau de pain dans la bouche et dit qu'il sait qu'elle a fait du shopping cet après-midi, alors ils doivent manger vite et chasser la tristesse. La fille accepte. Elle s'excite vraiment et leur dit de manger, demandant à Chou de faire pareil. Derrière le mur, Ymir écoute tout. Iris se plaint que Chou ne mange rien, et il lui dit de ne pas s'inquiéter. Le soleil se couche, Chou retourne dans la forêt en se disant qu'il ne savait pas que le shopping des femmes prenait autant de temps, mais il est arrivé avant le coucher du soleil. Puis il ouvre un cercle magique devant lui, il utilise toute sa puissance pour révéler une personne. Chou se plaint de
être suivi depuis un moment par une magie d'invisibilité. Un armurier Nigan est surpris et dit que Shu est vraiment doué, il a percé son manteau magique. Lorsqu'il enlève son casque, on découvre que c'est Ymir qui traite Shu d'ordure inutile. Le garçon dit qu'il ne savait pas qu'ils avaient des manteaux d'invisibilité, l'homme dit qu'il savait dès le début que Shuen n'était pas un mage. Il n'est peut-être même pas humain. L'obscurité douce est le domaine des démons, et personne ne s'approche de la forêt la nuit. Être un chevalier sacré de rang n'est pas suffisant, mais pour un mage, c'est du suicide. Et quand il était au café avec Iris, Shu n'a rien commandé à manger. En souriant, Ymir dit que c'est parce que les démons ne mangent pas de nourriture humaine. Shu réalise qu'il n'a nulle part où fuir. Alors, il commence à utiliser son pouvoir. Ymir crie que le monstre se montre et qu'il ne la mérite vraiment pas. Il essaye de frapper Shu, qui mime que son épée est invisible. Shu se dit que ce type ne cache pas son hostilité, alors il ne reste plus que à se battre. Mais ça pourrait causer des problèmes pour Iris. Il craint qu'elle soit triste. Donc, il va essayer de ne pas annihiler ce type. Shu dit qu'il sait qu'il bosse avec Iris, alors il va le laisser vivre. Ymir demande si Shu fait semblant être humain, et montre de la pitié, et dit qu'il devra quand même se débarrasser de ses parasites. Il va donc finir Shu, ici, au nom de la magie. Il essaye de frapper avec son épée, mais Shu se défend avec son cercle magique. Ymir est outré par l'activation instantanée sans incantation. Ce n'est pas quelque chose de facile, même pour un chevalier sacré de rang 5. Shu dit que c'est un sort de réflexion qui inverse les mouvements du corps, pour renvoyer les dégâts d'une force amplifiée. Apparemment, Ymir est capable tout seul. C'est un excellent chevalier. Puis, il dit à Ymir qu'il ne pourra jamais y arriver. Parce qu'il est plus faible, Ymir devient furieux. Il essaye de frapper Shu encore et encore, lui criant de dégager, et qu'il est celui qu'Iris mérite. Shu continue de se défendre avec sa magie, puis il entend l'homme hurler que cette femme est son esclave. Elle est une mage puissante, il va la mettre enceinte et apporter plus de prospérité à la famille Ballard. Le destin est déjà scellé. Shu se souvient du doux visage d'Iris. Ensuite, il utilise une formation magique d'implantation en zone de coupe. En un seul mouvement, il tranche la tête et les mains de Ymir. Le chevalier s'effondre, sans vie. L'homme meurt en disant que Shu fait semblant être humain. Shu s'approche et dit qu'il fait semblant mieux que lui. Maintenant, si un chevalier sacré meurt dans la forêt d'Eldera, ça va poser problème. Alors il utilise la magie de déplacement. À un autre moment, une cloche sonne. Iris commente que Ymir a été tué juste au-delà des murs de la ville. Shu demande si était elle, œuvre d'un démon. Elle répond non, le fait qu'il ait été tranché par une lame très aiguisée indique que était un mage. Ses collègues ont été les premiers suspects. Ils lui ont montré le corps de Ymir, cette coupure. Elle se souvient l'avoir déjà vu. Shu demande si le coupable est un mage. Iris regarde Shu un instant et confirme que le coupable est un mage. Iris dit que ce monde est dangereux pour y vivre, mais d'une certaine façon, ça l'a aidé. Shu demande ce qu'elle veut dire, et elle confirme qu'elle a enfin un peu de normalité au travail. Le garçon fait semblant être impressionné. La nuit, une femme regarde le ciel et dit qu'une étoile maléfique brille dans le sud. Douille. Elle fixe intensément. Deux filles parlent de la beauté de la princesse quand elle utilise la magie. Elle est en plein milieu de sa prophétie. La princesse continue en disant que des plantes médicinales étendent en dessous. Il y a deux portails. L'un est une porte en bois, l'autre, une porte de rancune faite de chair et de sang. Un homme peut passer par l'un ou l'autre. La princesse ouvre une des portes. Derrière se trouve un squelette qui dit que le jour du choix est celui d'Ymir. Elle a l'air triste et choquée, et les filles à côté d'elle s'inquiètent pour Shemiko, lui disant de boire un peu d'eau et de se reposer. Un homme dit que tout le monde est sur le point de voir le futur que la princesse Shemiko a prédit. Ça parle probablement du roi démon. Les anciens présents disent que c'est impossible qu'un être supérieur de niveau catastrophe apparaisse. L'homme qui dirige la table dit que la prophétie n'est pas très claire, mais qu'elle parle d'une étoile maléfique née à Borunlev, époque du roi démon, Tilde. Peut-être qu'un nouveau roi démon va naître maintenant. L'un des hommes dit qu'ils doivent agir vite, avant qu'ils ne deviennent rois. L'endroit avec les plantes médicinales est probablement la forêt d'Eldera. Il faut envoyer un messager et des renforts dans la forêt. Ils ne doivent pas prendre de retard. Ils commencent à dire qu'ils vont s'en occuper et se disputent pour savoir qui prendra la tête de la situation. L'homme prend une profonde inspiration et dit qu'il y a deux portails. Il faut ouvrir la bonne porte. Dans le village des monstres de la forêt d'Eldera, tout fonctionne comme d'habitude. Les monstres achètent et vendent des marchandises. Shu remarque qu'en 5 ans, cet endroit est devenu une communauté correcte. Gobelins, orques et sangliers démons ont accumulé pouvoir magique et intelligence. Leur individualité s'est affirmée. Maintenant, il peut facilement communiquer avec les démons plus puissants, comme les rois gobelins et les sangliers de haut rang. Le titre qu'ils lui ont donné, Maître démon, n'est qu'une formalité. Ce N était pas aussi mauvais que ça en avait l'air. Peut-être que ce sentiment c'est de l'attachement. Un gobelin s'approche et dit qu'il a un rapport. Ceux qui étaient partis chasser ont rencontré des humains, et plus de la moitié ont été anéantis. Shu demande si Ske était près de l'entrée de la forêt, et le gobelin répond non. Était au plus profond de la forêt, près du village. Le garçon sursaute. Aucun mage n'a de raison d'aller là. Personne n'a osé s'aventurer aussi loin depuis des années.
sauf pour éliminer les monstres évolués. Le garçon se demande pourquoi ces chevaliers saints sont là, mais si c'est pour chasser un démon, ça va mal finir, car le village n'est pas préparé à ça. Shu demande si le gobelin est venu en urgence pour demander une corde très solide. Ils ont besoin de toute la corde possible. Ils vont monter un piège de dernière minute. Le reste, c'est à lui de s'en charger. En perfectionnant une nouvelle magie, ils pourront lancer une attaque en mode guérilla. Mais Shu se demande ce qu'ils feront si ce sont vraiment des chevaliers saints. Iris pourrait être parmi eux, mais Shu se rappelle qu'elle a dit qu'elle s'occupait du trafic l'autre jour. Il ne s'inquiète donc pas de la croiser. Le garçon recule. D'après les éclaireurs, les démons vivant à l'intérieur de la forêt sont de haut rang. Et jusqu'à ce qu'ils trouvent refuge dans l'inhospitalière forêt d'Eldera, il était rare de voir une telle concentration de démons puissants. Selon la magie de détection, ils seraient entre 200 et 300. Puisqu'ils sont si nombreux au même endroit, il suppose qu'ils suivent un supérieur. Le nid grandit. Un rapport similaire avait été fait une fois dans les terres du roi. Un évêque explique que la plupart des démons créent des chefs pour les contrôler. Le sanglier démon de haut rang et l'orque de haut rang sont probablement ses chefs. Une fille demande si cette fois, c'est différent. Elle, évêque répond qu'il prévoit que ce chef est le roi de Pelel, étoile maléfique, comme dans la prophétie de la princesse Kamiko. On dit qu'il pourrait détruire 1 ou 2 pays, ce qui est très rare. Elle, évêque affirme que, selon la prophétie, son existence n'est pas encore totalement éveillée. Ils doivent écraser toute graine de potentiel maintenant. Il faut agir vite. S'ils prennent la mauvaise décision, ce pays disparaîtra. Tous ceux dont le nom est appelé doivent participer et partir immédiatement en forêt. Les renforts mettront du temps à arriver, ils doivent donc accomplir leur devoir au plus vite. Ils commencent à appeler les noms, en commençant par Lord Zamashliff. Tous les présents ont un rang notable, et elle, évêque, veut marquer son autorité avant l'arrivée des renforts. Enfin, il appelle Iris Silverbread, un garçon devant dit qu'avec elle dans le groupe, ils valent des centaines. Une femme annonce qu'elle va désigner quelqu'un d'autre pour les enquêtes sur la drogue, afin qu'Iris puisse se concentrer sur la défaite des démons. Ceux qui restent doivent renforcer la sécurité. Finalement, elle, évêque, bénit tout le monde. Iris pense qu'il y a 3 ans, elle est devenue chevalier saint, et que c'est sa première grande bataille. Le même devoir que ses parents, elle va tout donner. Une fille s'approche d'Iris et lui dit qu'elle sait qu'elle est probablement nerveuse, mais que l'avant-garde fera de son mieux. Ils partent dans 1 heure. Iris réalise qu'ils doivent y aller tout de suite. Elle regrette de ne pas avoir pu dire quelque chose à Shu, car elle ne sait pas si elle sera rentrée avant les prochaines vacances. Shu guide les gobelins et tend une corde entre les arbres, accrochant des objets dessus. L'ennemi sera attiré par le bruit. De cette façon, ils sauront si un intrus approche, mais ils ne doivent pas s'attendre à un grand succès. L'ennemi a la puissance pour les anéantir, ils ne doivent surtout pas baisser leur garde. Shu annonce qu'il va aussi partir un moment pour étudier la magie, il appelle le roi gobelin, et lui demande de veiller sur le village pendant son absence. Le roi le regarde, puis accepte. Si les chevaliers saints arrivent au cœur de la forêt, Shu n'aura pas beaucoup de temps avant qu'ils avancent. Si le nouveau cercle magique est prêt à temps, ça aidera énormément à protéger le village. Mais il y a un problème, sa magie commence à faiblir. Shu est surpris. Il continue d'essayer, mais n'y arrive pas. Il n'a ni le temps ni la puissance magique pour y parvenir. Ce qu'il essaye de faire, c'est rendre le cercle magique tridimensionnel et le réduire pour libérer plus de magie. En général, les cercles magiques plus puissants, étendent plus loin. Alors il a essayé de créer des cercles magiques plus compacts, réduire leur portée et leur consommation. Énergie. C'est super compliqué. Il doit créer plusieurs modules comme un cercle plat, les empiler, puis les relier avec un cercle vertical. Le cercle magique vertical est compressé et chargé de magie. La structure est imaginable, mais impossible à finir à temps. Sa méthode est tellement différente des classiques, qu'il est difficile de lui donner une forme correcte. Il doit devenir plus fort. Shu n'en revient pas d'avoir pensé inconsciemment qu'il fallait protéger cet endroit. C'est sûrement de l'attachement. Il a beaucoup changé depuis qu'il est arrivé là-bas. Soudain, un bruit inattendu retentit. C'est du côté du village. Un peu plus tôt, des gobelins sont venus voir le roi pour demander où était Shu. Il a répondu qu'il était près du ruisseau pour développer sa magie. Les gobelins ont dit qu'il était très appliqué et qu'ils n'avaient pas remarqué qu'il s'entraînait à devenir plus fort. En souriant, le roi des gobelins a dit que Shu était un homme fort. Pendant qu'il parlait, le piège s'est mis à faire du bruit, attirant leur attention. Les ennemis arrivent dans cette direction et les gobelins se préparent à les attaquer. Ils se préparent au combat, mais un bruit vient de derrière. C'est un chevalier qui frappe les gobelins. Tout le monde est surpris et le chevalier se moque d'eux. Il dit qu'ils sont assez malins pour poser des pièges, mais pas pour faire des plans. La corde peut détecter les ennemis, mais eux peuvent aussi juste suivre les cordes. L'homme plisse les yeux et dit que les monstres lui ont évité la corvée de chercher. Les gobelins se retrouvent encerclés par des chevaliers. Ils s'approchent et leur chef annonce que la bataille d'anéantissement commence maintenant. Un homme montre la carte et dit que c'est la partie la plus profonde de la forêt d'Eldera. C'est la maison des démons de haut rang. Ils vont détruire le repère et anéantir le roi. Ils vont se diviser en groupes de 5, avec l'avant-garde et l'arrière-garde pour encercler le village. Quand il donnera le signal, ils attaqueront tous ensemble. Iris ne peut penser qu'aux profondeurs de la forêt d'Eldera,
Le groupe de chevaliers avance en disant qu'ils vont écraser ces démons maudits. Elle, évêque, souhaite que tout soit béni et victorieux. Le chef donne le signal d'attaque. Les monstres chargent, mais l'homme riposte. D'un coup rapide, ils font un gobelin en deux. Le groupe de chevaliers utilise toute sa magie pour combattre. L'un d'eux lance des lianes épineuses vers les sangliers démons. Il crie à son compagnon d'attaquer, puis un portail sombre s'ouvre sous sa truie et ses marcassins. Elle hurle avant d'être engloutie sans pitié par les ténèbres. Les chevaliers célèbrent leur victoire sur elle. Le garçon dit qu'il avait peur à cause de la prophétie, mais ils sont très faibles. Le village va bientôt s'effondrer. Il commence à marcher en disant qu'il va rejoindre les commandants dans une autre unité pour prouver sa valeur, et Kiris le louera. Soudain, il tombe dans une fosse. C'est un piège, et son compagnon demande s'il va bien. Le garçon se demande pourquoi ils ont creusé ce trou, si les démons de rang moyen et bas n'ont pas d'intelligence. Son compagnon lui dit qu'il n'est pas blessé, et de se relever. C'est dangereux de rester dans un piège ennemi, peu importe sa puissance. Soudain, il se passe quelque chose. Le garçon pris au piège panique, son ami disparaît, et en haut se tient un gobelin. Le garçon est terrifié. Le gobelin se rappelle que Chou lui avait dit que cette fosse avait une magie cachée. Quand la proie tombe dans le trou, il faut l'éliminer immédiatement, le temps qu'elle baisse sa garde. Il faut un coup très puissant. Le gobelin lève sa hache puis saute dans la fosse pour frapper. Le garçon ferme les yeux, prêt à affronter sa fin. Mais quelque chose transperce la tête du monstre, effrayant le garçon. C'est Rubelius. L'un des chefs, il regarde le rookie et lui dit de ne jamais baisser sa garde. Les manuels, c'est pas la vraie vie. L'ami du garçon arrive. En sortant de la fosse, le garçon est content et son ami dit qu'il a appelé leur supérieur pour aider. Un des hommes plus âgés dit qu'ils vont s'occuper du reste de la zone pour que les gamins puissent rejoindre l'unité du sud. Mais d'abord, laisse Iris examiner leurs blessures. Les deux garçons partent, tout joyeux. Un des hommes dit qu'ils ont fini cette partie rapidement, l'autre est d'accord, mais ajoute qu'ils doivent encore retrouver le roi. Jusqu'ici, ils n'ont vu que des petits démons cochons et des gobelins. Soudain, ils voient quelque chose et pointent du doigt, disant que quelqu'un approche. C'est Chou. Le garçon voit tous ces gobelins sans vie au sol. Ils ont tous été anéantis. Il ressent de la colère. Un des chevaliers dit que cet endroit est dangereux et ordonne à Chou de partir. C'est une zone interdite. Furieux, le garçon condamne les chevaliers à mort, puis utilise frappe du domaine. Le chevalier est effrayé par l'activation immédiate du sort. En quelques secondes, les chevaliers perdent la tête. Désespérés, Rubelius crie qu'ils sont des chevaliers sacrés sous ordre d'anéantir les démons. Ils ne veulent pas blesser d'humains. Chou est confus, puis se rappelle qu'il a oublié d'annuler la matérialisation qui le fait paraître humain. Rubelius se met en colère, il dit que Chou a déjà tué 2 chevaliers, il n'a donc aucune intention de pardonner ce mal. Chou répond que ce sont eux qui ont détruit sa maison, et il ne tolérera pas cette barbarie. Il utilise la magie de saisie, et Rubelius tombe au sol. Son corps devient soudainement lourd, puis il utilise amélioration physique et commence lentement à se relever. Il enfonce son épée dans le sol avec force, et brise le cercle magique. Chou remarque qu'il est fort. Il a facilement brisé son cercle magique. Peut-être que ce chevalier est même plus fort que lui. Rubelius pense que Chou est puissant. Il se demande s'il est un mage ennemi étranger, mais ce cercle magique n'existe dans aucun pays. Il crie qu'il va vaincre Chou et lui faire regretter ce qu'il a fait, à l'ordre des chevaliers sacrés. L'homme fonce à toute vitesse pour attaquer. Chou est presque touché, mais réussit à échapper en se téléportant. Rubelius est choqué, mais dit qu'il ne le laissera pas s'enfuir. D'un coup rapide, il tranche le bras de Chou avec son épée. Il dit qu'il n'a pas touché le cœur, malheureusement, mais a réussi à entailler son épaule. Quelque chose d'étrange se passe, et Rubelius est surpris. C'est le bras de Chou qui se régénère. Puis Rubelius comprend que Chou est un démon esprit capable de se matérialiser. Le chevalier dit que c'est pratique, car maintenant il peut anéantir Chou sans hésitation ni remords. L'homme active la foudre sur son épée. Chou est choqué. Des éclairs blancs convergent en masse sur l'épée. S'il est touché, son corps explosera. Il ne sait pas comment il va pouvoir battre ce chevalier. Tout ce qu'il peut faire, c'est fuir. Il attrape une petite potion et la lance sur Rubelius. L'homme est touché en plein visage. Il hurle et demande ce que était que ça. Chou fonce en avant avec les explosifs qu'il a créés, ouvrant une brèche. Puis il utilise la frappe du domaine. Mais rien ne se passe. Rubelius dit que cette magie est très étrange. Au moment où elle se manifeste, il y a un délai d'un dixième de seconde, donc on peut éviter le coup. L'homme dit qu'il s'appelle Rubelius Rhodes, chevalier sacré d'Ildura, et qu'il ne peut pas être vaincu par un simple esprit. Chou se demande si c'est sa fin, mais il se rappelle que le chevalier a attaqué son village sans raison. Il doit riposter et survivre. Puis une idée lui vient. Rubelius dit qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Il va utiliser tout son pouvoir magique pour anéantir le garçon en un seul coup. Chou ouvre un cercle magique sous les pieds de l'homme. Rubelius est perdu. Plusieurs cercles magiques apparaissent et Rubelius les esquive. Puis il dit qu'un enfant pourrait s'en sortir, mais Chou semble désespéré et perd du temps. Pourtant, Chou a l'air confiant. Rubelius annonce que malheureusement la magie est entièrement chargée et que le garçon va périr d'un coup. Le garçon regarde les pieds de l'homme et dit «
En voilà un autre. Rubelius se prépare à attaquer en criant que ce sera la fin de Chou. Ce monstre stupide, l'homme prend une position d'attaque, mais tombe dans un trou. Une lumière très forte et puissante jaillit vers le ciel, elle était l'attaque qui aurait dû toucher Chou. Le garçon regarde ça et pense à toute cette puissance magique. Heureusement qu'il avait creusé ses trous avec les autres. Au fond du trou, Rubelius se désintègre. Quelqu'un appelle Chou. Le garçon se retourne. C'est le gobelin. Il s'excuse de ne pas avoir pu vaincre les humains et protéger le village. Le garçon prend le gobelin dans ses bras. Il demande au jeune homme d'absorber sa magie. Même si ce n'est qu'une partie de ce qu'il était, il serait heureux d'être avec Chou. Le gobelin conclut qu'il ne peut penser ça que grâce au garçon et le remercie. Chou ressent de la tristesse. Il absorbe la magie du gobelin. Son bras se régénère, sa main posée sur sa tête. Chou décide qu'il va éliminer tous les chevaliers. Ailleurs, des chevaliers combattent des gobelins. Iris est là. Un démon approche et elle utilise un cercle de magie électrique. Le monstre est rapidement détruit et la fille est contente. Une autre fille arrive et dit qu'Iris n'est pas seulement une des meilleures jeunes magiciennes du monde. Elle maîtrise aussi la magie du vent et maintenant elle peut tout faire toute seule. Iris dit que tout le monde réussit parce qu'ils suivent les pas de leur maître, elle est en arrière-garde. C'est comme être une vétérante. Être seule ne sert à rien. La femme pose une main sur sa tête et dit qu'Iris est une bonne fille. Maintenant qu'elles ont fini ici, elles devraient rejoindre l'autre unité. Un signal S élève dans le ciel. C'est le signe d'une mort et d'un alpha. Ils avancent. Au village, tout le monde se rassemble. Certains demandent des nouvelles de Rubelius, mais ils pensent qu'il va bien et qu'il arrivera plus tard. Les gobelins gisent sans vie sur le sol, Iris aide les chevaliers à soigner. Un garçon dit à Iris qu'un monstre de classe catastrophe est très rare. Il peut renforcer l'organisation des autres. Un autre ajoute que cette fois, ce n'est pas qu'une catastrophe. Le chef des démons a une habitude étrange, et il n'est pas sûr qu'un rang puisse le vaincre. Iris s'inquiète de la situation. Elle se rappelle qu'un homme encapuchonné est venu chez elle pour lui dire que ses parents étaient morts au combat en essayant de vaincre la classe catastrophe. En d'autres termes, elle n'a plus de parents. Avant de mourir, ils se sont regardés. Iris sait qu'il y a différents types de démons, mais pour elle, c'est toujours une vengeance pour la perte de ses parents. Elle est sûre que le capitaine a battu le chef plus tôt, et qu'un jour elle le fera aussi. Le groupe arrive dans une autre partie du village. Un chevalier est là, et dit qu'ils ont mis trop de temps. Tout le monde demande si c'est la classe catastrophe et où sont les autres. Un homme dit qu'il l'a attaché avec l'armure magique, et a anéanti tous les autres. Iris essaye de s'approcher. Sur le chemin, il y a un gobelin sans vie. Iris essaye de s'approcher. Puis elle voit, c'est Chou au sol. Retenue, la fille est sans voix. Le garçon la regarde tristement, inquiet que la fille tente de s'approcher. Un homme repose sur un tas de corps. Une femme arrive et dit à Zamus que les gobelins laissés par le démon sont toujours là. Ils ne sont pas très forts, mais ils sont nombreux. Zamatan d'Intercé le Zorge dit qu'ils vont attendre un peu plus longtemps, des renforts arrivent bientôt. Puis il ajoute que tout individu atteint du rang catastrophe a une intelligence étonnamment élevée. Il est sûr que c'est l'un d'eux qui mène les gobelins. La femme dit qu'il devrait continuer à chasser ses faibles, peut-être que le chef va apparaître pour venger les siens. Excité, Zamus répond qu'il a hâte de voir ça. Il laisse le nettoyage à son collègue. Tous les corps sont brûlés. À leur mort, les gobelins ne cherchent plus à attaquer ni à se défendre. Un garçon dit qu'ils sont têtus et répugnants, puis ordonne à son compagnon d'attaquer. Il lance vent niveau 5, lame de vent. Un gobelin se jette devant un autre, se fait trancher en deux, et tombe sans vie, ce qui choque tout le village. Le garçon réalise que le gobelin s'est sacrifié comme bouclier et se demande si les monstres ont un sens de la camaraderie. Le capitaine Zamus apparaît et ordonne de passer à la magie à distance pendant qu'il ouvre la voie et en abat autant qu'il peut. Le groupe de gobelins dit au roi que cet homme est un adversaire redoutable et qu'ils n'ont aucune chance. Le roi gobelin se souvient de la demande de Chou de protéger le village. Alors le monstre ferme les yeux, acceptant son destin. Les chevaliers avancent, mais Chou surgit soudain derrière les deux garçons. Ils sont surpris. Chou les condamne rapidement, et tous les deux sont fendus en deux. Zamus est devant, et remarque ce mouvement étrange. Chou est rempli de haine. Furieux, il s'approche de Zamus en disant qu'il va lui faire exploser la tête. L'homme est effrayé. Mais avant qu'il ne puisse réagir, son visage enfle et explose. Sa tête tombe de son corps. Chou pense que la magie des vibrations a amplifié le choc. S'il avait affronté Zamus de front, il aurait perdu. Le chevalier a une force anormale. Un liquide étrange commence à bouger dans la tête de Zamus. Chou se demande si c'est du sang, et conclut que quelque chose cloche. La tête se dissout, devient liquide et commence à bouger. Un tourbillon d'eau se forme. Le garçon est effrayé. Zamus se met à rire. En se régénérant avec l'eau, il dit que tenter de lui faire exploser la tête était une bonne idée, mais ça n'a pas trop marché. Avec sa tête restaurée, Zamus explique qu'il pensait qu'un corps d'eau serait plus polyvalent. En colère, Zamus promet à Chou qu'il paiera pour la vie de ses compagnons. Le garçon est terrifié de voir Zamus sortir d'un tourbillon d'eau sous forme humaine. Il se souvient qu'Iris lui a expliqué qu'il existe plusieurs types de vêtements magiques. Par exemple, les
Utiliser des nuisibles pour créer une armure qui n'affecte que celui qui la porte, ou une armure qui se transforme en instrument magique métamorphe. Shu dit au gobelin qu'il va retenir Zamus et ordonne au village de fuir. Zamus comprend que Shu est le chef du village et dégaine son épée. Le gobelin supplie Shu de lui pardonner. Il n'arrive pas à obéir à ses ordres et demande au moins à rester à ses côtés. Iris est allongée par terre. Shu lui dit bonjour et plaisante qu'elle dormait parce qu'elle a trop étudié. La fille pince sa joue, puis dit que c'est vrai, car il est encore chaud. Puis elle s'excuse et dit qu'elle est heureuse et calme. Excitée, elle dit à Shu que tout cela ressemblait à un rêve, et demande pourquoi il est là, et pourquoi le capitaine l'a capturé. Zamus explique qu'ils sont venus pour vaincre le roi de l'Aile, Étoile Maléfique et les démons qui le suivent. Il est temps de retourner en ville. Un garçon est choqué par la réaction d'Iris, et dit qu'on dirait qu'elle connaît ce démon. Quelqu'un la saisit et lui dit de rester loin de lui. C'est la femme qui accompagne Iris, qui lui ordonne de ne pas être imprudente. Même retenu, il reste dangereux et pourrait attaquer. Iris répond que ça va, Shu ne l'attaquerait jamais, mais la femme crie qu'Iris ne comprend pas ce qu'elle dit. Zamus reste silencieux un instant puis demande s'ils se connaissent. Tout le monde dans le groupe est sans voix et complètement choqué qu'Iris connaisse Shu. Ils ressentent du dégoût et de la peur envers elle. Shu se rend compte qu'il ne peut pas confirmer ça, alors il dit non. Il ne la connaît pas. Démons et humains ne sont pas amis. Iris le regarde, choqué. Shu lui demande de faire semblant de ne pas le connaître. La situation actuelle est très défavorable. Le slash de domaine, une magie mortelle, est inutile contre la magie de l'eau. L'absorption de vie ne fonctionne pas quand il y a un immense écart de puissance magique. Il n'a pas le choix. Pour l'instant, il doit prioriser la sécurité d'Iris. Survivre un peu pour lui faciliter la vie. Zamus est soulagé et dit qu'il est impossible qu'un chevalier sacré connaisse un démon qui a anéanti ses compagnons. Tous les chevaliers présents commencent à avoir peur, car Shu a éliminé plusieurs d'entre eux. Un garçon réalise que Rubelius a probablement aussi été éliminé. Zamus commente que les démons sont des créatures purement mauvaises qui doivent être détruites. Qu'un chevalier sacré soit ami avec un démon est une trahison extrêmement grave. Enfin, il demande à Iris s'ils se connaissent d'un pan. Shu crie qu'il ne la connaît pas, mais Zamus lui couvre la bouche, lui ordonne de se taire, puis interroge Iris. Son compagnon lui serre le bras, mais la fille prend une décision. Elle dit que Shu est son maître. La jeune fille explique qu'il lui a appris la magie ces 5 dernières années, et sans lui, elle ne serait même pas là. Shu la regarde, désespérée, et Iris dit qu'elle lui est redevable. Elle ne peut pas faire semblant cette fois. La fille lâche la main de son compagnon, qui tente de dire quelque chose. Zamus demande si elle savait qu'il était un démon. Iris répond qu'elle vient juste de l'apprendre, mais qu'en vérité, elle ne voulait pas le savoir. Zamus dit que c'est dommage. Il pensait toujours qu'elle était une bonne chevalière. Furieux, il crie qu'elle est une traîtresse. Puis, il l'attaque avec de l'eau. Shu se met devant elle pour la protéger. La fille se sent heureuse. Zamus remarque qu'il utilise encore cette magie étrange. Grâce au lien du costume magique, l'absorption de vie a transformé la puissance magique en simple eau. Il a réussi à échapper parce que Zamus était distrait par Iris. S'il l'attrape encore, il doute d'y parvenir une deuxième fois. Iris essaye de dire quelque chose, mais Shu lui demande pourquoi elle n'est pas restée silencieuse. La fille répond qu'elle ne voulait pas devenir ennemie de Shu. Le garçon est sans voix, puis la remercie. Soudain, il est frappé. Un coup d'eau lui transperce la poitrine. Zamus crie que la punition de la traîtresse devra attendre. Ils doivent anéantir Shu et venger les camarades morts. Ils chargent tous pour attaquer Shu. Iris s'oppose immédiatement et crie de ne pas attaquer son ami. Shu utilise sa magie pour dévier les attaques. Iris demande à son compagnon chevalier de l'aider à convaincre les autres, mais il la retient. Les flèches qui touchent le cercle magique sont instantanément renvoyées vers les chevaliers. La fille dit que Shu est son mentor et une bonne personne. Zamus commente que Shu a quelques tours de magie, donc les chevaliers doivent rester prudents. Le garçon qui tient Iris devient nerveux et demande si elle va les trahir. S'il n'est pas leur ami, il dit que si elle les trahit, c'est une sorcière. Quelqu'un utilise la magie de terre de niveau 2, la cage de vigne. Ainsi, il piège Shu. Zamus utilise la magie d'eau de niveau 3 et crée une prison d'eau autour du garçon. Shu note que c'est une méthode de confinement de niveau 9. Une gardienne s'approche avec son bâton et dit que c'est un reliquat de quelqu'un que Shu a anéanti, puis lui ordonne de se repentir et de s'excuser avant de mourir. Shu répond qu'il n'a anéanti personne que parce qu'il ne voulait pas mourir. Démons et humains sont pareils. Ils veulent tous vivre et résistent jusqu'au bout. La gardienne hurle à Shu de se taire et l'attaque, disant que les monstres sont mauvais et doivent être anéantis. Sa magie se dirige vers le garçon. Il implante une magie de vibration et manipule la réfraction de la lumière pour envoyer l'attaque. Ainsi, il détourne l'attaque loin d'eux, laissant tout le monde terrifié. Un garçon appelle le capitaine. Zamus demande s'ils doivent en finir maintenant. La même magie de vibration ralentit les vibrations moléculaires de l'eau, refroidissant toute la coquille. Une fois gelée, elle peut être détruite. Shu gèle l'eau autour de lui et casse la prison. Il doit ensuite brûler les lianes pour échapper de la magie, mais avant qu'il puisse réagir, une attaque d'eau le frappe. Shu tombe au sol, gravement blessé,
et Zamus demande s'il pensait vraiment pouvoir s'enfuir. L'homme lève son épée et se prépare pour un coup final. Il dit au démon de recevoir le coup de son armure magique et d'abandonner l'idée d'utiliser la magie contre lui. Shu le regarde avec rage. Une épée descend vers lui, et le garçon pense que c'est fini. Il n'a pas pu l'arrêter. Il était trop faible. Il n'avait qu'un seul regret. Zamus utilise un impact de foudre. Mais quelque chose heurte son épée. Ça atterrit juste à côté de la tête de Shu, puis le garçon est tiré en arrière. Il tombe loin de là, confus. Zamus réalise qu'il a raté son attaque. Puis il comprend ce qui s'est passé et demande ce que la fille fait là. Iria se tient devant lui, utilisant son pouvoir pour protéger Shu. La fille est sérieuse. Le garçon appelle Iris. Il dit qu'il n'est pas trop tard, et lui demande de dire que tout ça est un mensonge. Si elle le fait, elle sera pardonnée. Mais la fille le repousse, et utilise un impact de vent. Le garçon pleure au sol. Zamus dit qu'il pensait la pardonner, croyant que était juste une crise, mais maintenant elle lui barre la route. La fille dit qu'elle ne peut pas faire ça. Iris ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas rester là sans rien faire pendant que Shu est anéanti. Zamus est choqué. Il reste là, fixant la fille. Shu est gravement blessé, et pense qu'Iris pourrait utiliser l'impact pour désarmer Zamus. Tous les regards sont tournés vers eux deux. Elle lui a donné une chance. Il doit retourner la situation, coûte que coûte. Un plan pour évoluer. Zamus frappe Iris aux jambes. La fille hurle d'une douleur insoutenable. Elle tombe au sol, les jambes blessées. Sa compagne demande ce que Zamus a fait. Il répond qu'elle va survivre. Son pouvoir de guérison la maintiendra en vie. La blessure percée sera constamment détruite et régénérée. Ce sera une douleur permanente. C'est pire que la mort elle-même. Zamus demande si la femme compte aider Iris et dit que si c'est le cas, elle sera tout aussi coupable. La femme s'agenouille près d'Iris, puis dit qu'Iris a été ensorcelée par l'amour. Zamus est confus, et la femme explique que c'est une magie qui manipule et embrouille le cœur des autres, les faisant perdre la raison. L'homme dit que ce N était qu'un conte de fées. Puis la femme crie qu'Iris ne ferait jamais quelque chose d'aussi stupide. Elle est obsédée par cette magie, c'est pourquoi elle protège le démon. Elle s'approche de Zamus et affirme que c'est une puissance plus grande que celle de la fille. Mais Zamus devient sérieux et annonce qu'il n'y aura plus aucune pitié. Iris s'est effacée pour faire face à l'Inquisition, jusqu'à ce que la sentence soit prononcée, elle doit souffrir selon la volonté de Dieu. La femme hurle qu'Iris fait partie de leur équipe. Zamus lui crie en retour qu'elle les a trahis la première. Pendant ce temps, Iris se tord de douleur au sol. Shu s'arrête à côté d'elle. Il pose sa main sur son visage et essuie ses larmes. La femme voit Shu près de la fille. Elle court aussitôt vers eux en criant de S, éloignée d'elle. Shu se lève. La femme le fixe, sérieuse. Shu la regarde avec une expression sombre. Elle devient nerveuse, transpire à froid et réfléchit. Puis elle regarde Iris, qui pleure de douleur au sol. La femme prend une profonde inspiration et demande à Shu de l'aider. Immédiatement, Shu commence à démembrer tous ceux autour de lui. Un par un, ils sont découpés. Des têtes tombent, des corps sont tranchés en deux. Même Zamus est frappé. Il hurle sur Shu, lui demandant comment il ose. Shu attaque Zamus une dernière fois. Il dit que c'est dégoûtant qu'un monstre enseigne à un humain et crie à Shu de périr. Le garçon dit qu'il sera celui qui mettra fin à Zamus. Il ne veut que personne d'autre ne le fasse. Zamus hurle que Shu est un démon. Puis il se dissout en eau. Shu rassemble ses forces et porte le coup final, absorbant la vie de Zamus. Il absorbe tout ce pouvoir et cette magie, jusqu'à ce que Zamus se désintègre. Au final, il ne reste au sol que l'armure vide. Maintenant, il entend plus clairement un appel venu des profondeurs de la forêt. Avec les vies de tous les chevaliers saints absorbés, il met fin à leur existence. Et avec son immense puissance magique, il va transformer leur esprit en une nouvelle race. Le nom de cette nouvelle race sera l'esprit mort. Shu commence à créer une nouvelle forme de vie. Iris remarque que les trous à ses genoux ont guéri, et observe Shu. Elle regarde, et devant elle se trouve la tête de sa camarade. Elle dit à Iris qu'elle est une sorcière traîtresse, puis rend son dernier souffle. Iris regarde les corps de toutes ses anciennes compagnes, gisant détruits au sol. Shu s'approche, inquiet pour ses blessures. La fille est en colère et dit qu'il est vraiment un démon. Shu s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt, mais il ne s'excusera pas d'avoir anéanti les chevaliers, car il a aussi perdu beaucoup de vie. Au milieu de tous ses sentiments, il a fini par s'attacher à ces créatures. Dans la tristesse de leur perte, bien sûr, Iris doit ressentir la même chose. Shu n'a aucune intention de laisser quelqu'un lui prendre Iris. La seule personne qui ne voulait pas le voir sans vie, Shu dit qu'il ne voulait pas perdre la vie, alors il a dû anéantir les chevaliers. Il demande, la tête baissée, si elle le déteste. La fille est stupéfaite un instant, puis demande de quoi il parle. C'est impossible qu'elle le déteste. Après tout, c'est elle qui a été sauvée. Les deux se regardent. La fille dit qu'elle veut rester avec Shu, et qu'en tant que chevalier saint, elle doit assumer ses responsabilités. Shu fera son devoir de chevalier saint, et retournera à Hildana pour faire son rapport à Léel, évêque. Toute l'escouade a été anéantie par le roi démon, et il ne ferait jamais de mal à la ville. Elle est certaine que c'est sa volonté de marcher aux côtés d'une personne aussi gentille, même si ça signifie trahir ceux qui étaient autrefois à ses côtés. Plus important que tout, Shu lui a sauvé la vie. Shu est d'accord, et dit qu'il ne s'approchera pas d'Hildana tant qu'Iris restera près de lui.
C'est une promesse. Il regarde la fille s'emballe, puis réalise qu'elle a attrapé sa main sans demander. Le garçon tient sa main et dit qu'il va lui faire une autre promesse. Il la protégera même si le monde entier devient son ennemi. C'est une promesse. La fille reste sans voix. Chou la regarde et entrelace ses doigts avec les siens. Iris commence à pleurer et se blottit contre Chou. La nuit tombe. Chou dit qu'il retourne dans la forêt et a besoin de temps pour récupérer ses pouvoirs. Iris dit qu'elle va en ville et demande ce qu'il se passera si elle ne revient pas. Chou dit qu'il viendra sûrement la chercher. Puis Iris s'en va. Elle, évêque, demande sans émotion comment les chevaliers saints ont été anéantis. La femme demande quel est le nom de la survivante. Un homme reste sans voix. Il n'arrive pas à croire que ce soit Iris Silverbread qui ait survécu. Ils ont envoyé plus de 20 chevaliers saints et un seul est revenu vivant. Dieu choisit les bons enfants à sacrifier. Les ordres sont que personne ne doit savoir que ça s'est passé. Il n'aurait jamais imaginé que ces chevaliers puissent être anéantis. Il a envoyé des chevaliers assez forts. Iris entre dans la salle et se présente en disant qu'elle est de retour. Elle, évêque, dit que c'est difficile. Il sait qu'elle est fatiguée de son long voyage, mais ils ont besoin qu'elle parle de sa récente bataille. Il a entendu dire que toute la troupe a été perdue sauf elle. C'est le démon de l'aile, étoile cruelle de la prophétie, un être capable de vaincre même les chevaliers saints des élites. Iris explique que le démon est devenu roi avec un pouvoir magique immense. Elle, évêque, dit que c'est ridicule. Ils ont perdu contre un démon insignifiant. Iris dit qu'ils ont tous été submergés par lui et ont péri. Si elle parle de Chou, elle, Église enverra tous les chevaliers saints, et cette fois ils viendront préparés. Elle doit éviter ça à tout prix. Elle va donc mélanger un peu de vérité avec un mensonge. Iris dit que le grand démon est venu, a tout détruit, et l'a épargnée pour qu'elle serve de messagère, afin de convaincre les humains de ne plus attaquer. Il fera pareil. Un homme est choqué que le démon fasse des demandes. Il ne devrait même pas pouvoir raisonner ainsi. Une femme demande à elle, évêque, si c'est bien le démon de l'aile, étoile maléfique, et le vieil homme répond que s'ils attaquent encore, ils ne perdront plus personne. Mais il y a aussi la prophétie. Iris pense qu'il vaut mieux le laisser tranquille. S'il ne vient pas dans la forêt, il ne sera pas attaqué. Un homme s'approche d'Iris et dit que ça sonne comme un mensonge. La fille est surprise et il dit que ça sent le mensonge qui cache une vérité importante. Iris devient nerveuse. Un homme dit à Gremlin de parler clairement. S'il a quelque chose à dire, il demande car le camarade n'a pas remarqué qu'il y a une contradiction dans son histoire. Pourquoi l'armée des chevaliers saints a-t-elle été si facilement vaincue alors qu'elle est restée indemne, même avec le pouvoir d'immortalité? Elle a des limites, bien sûr elle a un rang A en pouvoir magique, mais Zamus avait une puissance de combat et un équipement plus puissant. Alors comment a-t-elle été la seule à survivre? Elle seule a été épargnée. Gremlin crie pour qu'elle réponde. Elle doit parler, mais elle n'y arrive pas et ne sait pas pourquoi. Elle ne peut pas parler, son corps ne bouge pas. Iris est terrifiée. Gremlin attrape les cheveux de la fille en souriant et dit qu'elle ment. Après des années à servir d'inquisiteur avec une âme obéissante et dévouée, le dieu lui a dit ça. Il est temps qu'elle dise la vérité. Il crie pour qu'elle raconte ce qui s'est vraiment passé dans la forêt. Iris panique et dit que ce démon est un type spécial et qu'il a vaincu tout le monde. Même elle, équipement magique du capitaine a été détruit en instant. La race du démon est un esprit. Ce n'est qu'un esprit. Au début, il a été capturé par le capitaine et mis en position désavantageuse, mais soudain un cercle magique est apparu et a instantanément découpé tout le monde en morceaux, une coupe nette. Un vieil homme dit que ça doit être un esprit qui contrôle la mort avec le pouvoir d'absorber la vie. Avec tout ce pouvoir, il a réussi à vaincre le capitaine. Il a utilisé sa magie noire, le corps du capitaine a été consumé, disparaissant sans laisser de traces, et avec la magie de mort du capitaine, il s'est transformé en esprit de la mort. Elle, évêque, commente que les monstres dotés de capacités uniques sont appelés légendes. Ce sont les rois des monstres. Il est spécial parce qu'il peut déclencher un éveil, son pouvoir change de couleur, et peut faire trembler la terre. Ils appellent ce pouvoir le mur magique. Un jeune homme est choqué. La prophétie de elle, étoile maléfique. Voilà le monstre. Iris réalise que Chou est le roi des monstres qu'il chasse. Elle, évêque, dit que ce qu'il craignait est en train d'arriver. La prophétie de la princesse se réalise. Une femme demande si tout ça n'est arrivé que parce qu'ils ont envoyé les chevaliers saints. La puissance magique d'un chevalier sacré équivaut à 200 soldats ordinaires. Elle, évêque, dit que 20 chevaliers des élites valent plus que toute l'armée du continent. C'est pour ça qu'il a tant de pouvoir, et qu'un simple esprit est devenu l'esprit de la mort. C'est ainsi qu'il est devenu roi. Un vieil homme se met à crier sur elle, évêque, lui reprochant d'avoir trop tardé à envoyer les chevaliers. Elle, évêque, lui répond sèchement qu'il a aussi participé à la décision. Tout le monde commence à s'engueuler, Iazou. Un jeune homme dit à évêque d'arrêter de les accuser pour l'extermination de ses camarades, et les chevaliers annoncent qu'ils appelleront des renforts. Elle, évêque, leur dit de ne pas faire ça, mais le jeune homme affirme que l'aile, évêque, a juste peur que son échec soit révélé. Ils doivent venger leurs camarades. Surtout maintenant que le roi démon est né. Ils doivent s'en occuper. Quand les renforts arriveront, ce sera le moment d'envahir. Il vient juste de devenir roi. Il y a donc encore une chance de victoire. Quelqu'un leur demande d'attendre. C'est Iris qui dit que Chou ne les attaquera pas.
S'ils ne font rien, ils ne seront pas attaqués. Elle leur demande donc de ne pas aller dans la forêt. Gremlin demande si Chou tiendra sa parole. Iris ne peut pas résister, et avoue la vérité. Elle dit que c'est lui qui lui a appris la magie et lui a promis de ne pas attaquer la ville, mais qu'ils doivent le laisser tranquille. Furieux, Gremlin demande si Iris a trahi ses alliés. Elle tente de nier, mais Gremlin insiste, elle a parlé avec des démons et a mené ses camarades dans un piège dans la forêt. Il dit que c'est pour ça qu'elle est la seule à avoir survécu. Maintenant tout s'explique. C'est de sa faute. C'est une traîtresse et il l'a toujours pensé. Le sang ne ment pas. Elle, évêque dit que Gremlin a raison, elle est responsable de la défaite de ses camarades et demande que le message à la capitale précise qu'ils ont capturé la sorcière qui a trahi ses amis et aidé le Lat. Seigneur démon, ils vont s'occuper d'elle et préparer son exécution. Tous regardent Iris et disent que c'est à Gremlin de gérer ça maintenant. Il accepte et leur dit de lui laisser faire. Le temps passe, plusieurs tombes sont creusées dans la forêt. Chou combat des monstres. Il récupère la magie et les créatures qu'il croise en chemin. Cette magie de la mort explique comment le monde fonctionne et les lois de la magie. Il peut ôter la vie d'un simple toucher. La mort elle-même est une force indescriptible. Mal utilisée, elle peut mener vers de mauvaises fins. Il craignait d'anéantir Iris par accident, mais maintenant ça va. Plusieurs créatures observent Chou à distance. Elles veulent s'approcher mais ont peur. Le garçon les regarde puis se tourne vers elles, prêt à les accueillir. Les créatures s'enthousiasment puis s'approchent du garçon. Ce ne sont que des esprits de bas niveau. Il pense qu'il n'y a plus de sangliers démons ou de gobelins dans le coin. Tout est devenu très calme ici. Chou se souvient d'Iris, lui parlant de magie, de nourriture et de tout un tas de trucs. Le garçon reste silencieux un moment, puis s'envole dans le ciel avec les autres esprits. Il se dirige vers la ville pour retrouver Iris. Chou frappe à la porte pour voir si elle répond. Personne ne répond alors il pense attendre à l'intérieur. Elle lui avait déjà dit qu'il pouvait faire ça, et même avoir une clé pour lui. Le garçon utilise sa magie pour déverrouiller la serrure, puis entre dans la maison. Tout est vide. Chou se promène à l'intérieur. Les plantes sont mortes. Il prend un cadre photo avec la photo d'Iris, et reste choqué par ce qu'il voit. Désespéré, il sort en courant de la maison en criant le nom d'Iris. Le garçon se dirige vers elle, église. Un carrosse S éloigne de la ville. À l'intérieur il y a Iris. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas d'inquiétude. Si tout tournait mal, il finirait par se battre, comme avec Zamas. Mais Iris est têtue. Elle a crié à Chou de lui faire confiance, que tout irait bien. Mais maintenant, le garçon pense que ça n'est jamais arrivé. Il a cherché Iris, avec son sens magique, mais aucune réponse. Probablement, elle est retenue captive dans la cathédrale, au cœur de la ville, là où se rassemblent tous les chevaliers saints. Chou traverse les rues de la ville. Il renforce sa magie de dissimulation. Ce ne sera pas facile d'entrer dans le bâtiment sous forme spirituelle. Quelque chose attire son attention, la cathédrale et le quartier général des chevaliers saints. Ils doivent avoir une sécurité renforcée et un système d'annulation magique. Il serait vite repéré, et si Iris est prise en otage, ce sera fini pour elle. Chou réfléchit. Il doit envisager cette possibilité et décider quoi faire. Chou attire l'attention de quelqu'un. L'homme l'appelle. C'est le vendeur qu'il avait vu en ville plus tôt. Il demande si Chou avait apporté de l'argent la dernière fois. Le garçon le regarde. Ailleurs en ville, un garde remercie cet homme pour ses services. Lui et Chou entrent dans un lieu. Le garçon tire une charrette. Un vieil homme se plaint que le gars est en retard. Il dit qu'il a pris son temps pour choisir le meilleur. Puis il montre des poissons incroyables, disant qu'il a amené des ingrédients frais. Le vieil homme dit que le gars a eu de la chance et que la prochaine fois qu'il sera en retard, il le remplacera. Il ferait mieux de bien cuisiner. Le vieil homme continue à parler sans s'arrêter, pendant que Chouès éclipse discrètement. Il se dirige vers une porte, vérifie si un homme regarde, puis s'y faufile discrètement. Chou marche silencieusement. Heureusement, il a trouvé quelqu'un pour l'aider. Il a réussi à entrer dans la cathédrale sans perdre sa forme humaine. Chou a dit à l'homme qu'il venait de la capitale pour retrouver sa sœur, et voulait lui faire une surprise. Calmement, l'homme a dit qu'il l'aiderait à entrer dans la cathédrale, mais il voulait que le garçon lui rende un service en échange. Chou a accepté. L'homme a même dit à Chou de se détendre, il ne se ferait pas attraper, et Nyareli quand il nonce à la gaille. Il voulait déjà quitter la ville de toute façon. Il veut voir comment ça va finir. Le garçon a un drôle de pressentiment. Ce n'est pas un démon hostile aux humains. Il se rappelle qu'il a vécu parmi les humains, et qu'ils l'ont toujours aidé. Le garçon s'arrête. Quelqu'un demande si l'autre a entendu quelque chose. Il était sur le point de déclencher quelque chose, ce qui surprend Chou qui éloigne. Le garçon descend un couloir, et croise un prêtre qui l'interroge sur la présence d'un étranger ici. Chou le frappe. Les élèves en magie parlent de comment elle a craqué avant même que l'ordre de silence soit donné dans la forêt. Chou s'approche et demande s'ils peuvent lui en dire plus sur cette histoire. Il se demande qui est Chou. Mais comme il porte la robe de prêtre, les gamins sont rassurés et acceptent de partager ce qu'ils savent. Même si en tant que prêtre, ils devraient déjà tout savoir. Réalisant la situation, Chou explique qu'il vient d'arriver et veut se mettre à jour. Ils expliquent qu'il y a quelques semaines, une équipe a disparu dans la forêt. Le seul survivant a été puni comme traître. Une nouvelle équipe a été formée pour retourner dans la forêt. Chou réfléchit que ce n'est pas ce qu'il voulait savoir.
et demande où est la traîtresse maintenant, si elle a été isolée dans une sorte de prison. En souriant, elle, élève, dit qu'elle a été emmenée à la capitale royale pour être brûlée sur le bûcher. Le garçon est choqué, et elle, élève, explique que c'est comme ça que elle, Église, gère les choses. À la capitale, elle, âme et le corps de la fille seront purifiés par les flammes pendant qu'elle implorera le pardon. Il rit en disant qu'il a appris ça à elle, école, et que ça le rend nostalgique. Shu commence à dire quelque chose et demande pourquoi il rit. Le garçon est surpris et s'excuse, se demandant pourquoi ce prêtre est en colère contre lui. Une fille rit en disant que c'est une fin méritée. Shu la regarde, furieux. Puis la fille explique qu'Iris était une chevalière sacrée, mais qu'il y avait toujours de mauvaises rumeurs à son sujet. En souriant, elle dit qu'elle était camarade de classe d'Iris, donc elle la connaissait très bien. Elle était horrible, et elle ne savait même pas utiliser la magie. Était une ratée, tout simplement. Soudain, ses notes se sont améliorées. Les rumeurs disaient qu'elle utilisait son corps pour séduire tout le monde autour d'elle. Un garçon essaie de prévenir la fille que c'est le moment de se taire, mais elle continue et dit qu'après ça, Iris a même été classée rang A. Mais tout ça c'est du mensonge, elle n'est pas aussi forte que ça. Même en profitant d'un groupe affaibli, elle a dû user de son corps pour les battre. Après tout ça, elle a trahi, elle, Église. Était la pire de toutes. Excitée, la fille dit qu'elle n'a rien à voir avec Iris. Elle avait d'excellentes notes et un grand pouvoir magique. Bientôt, elle deviendra une grande chevalière sacrée. Shu s'exclame et lui demande si elle a fini de raconter des conneries. La fille sursaute quand la main du garçon se tend vers elle. Il l'attrape par la chemise. Un des élèves supplie Shu de ne pas être violent. Pendant ce temps, la fille se plaint que ça fait mal et dit à Shu de lâcher ses mains. Elle hurle qu'il doit la laisser partir. S'approchant d'elle, Shu lui dit qu'Iris n'est pas le genre de personne dont on devrait se moquer. La fille demande pourquoi, et pourquoi un prêtre dirait ça d'elle. Puis elle hurle qu'elle savait qu'Iris vendait son corps, et qu'il doit être amoureux d'Iris. Alors elle lui ordonne d'arrêter de la toucher avec ses mains sales. Elle, élève, dit à Shu de se calmer et à la fille de se taire. Mais quelque chose attire son attention, et il demande pourquoi Shu a utilisé le nom d'Iris s'il ne devait pas savoir qui est le traître. Shu le regarde, puis il répond que c'est parce qu'Iris est sa disciple. Enfin, il attaque la fille. Sa magie noire est très puissante. Un des élèves remarque que c'est un démon, un autre parle de l'aura sombre. Puis il réalise que Shu vient de la forêt d'Eldera. Shu s'approche de la fille et lui dit de ne pas rester si silencieuse et de payer pour avoir ri d'Iris. Cynique, la fille lui dit d'aller en enfer. Shu reste sérieux. Puis il lui absorbe la vie, et la fille se désintègre rapidement jusqu'à ce qu'il ne reste même plus ses os. Seuls ses vêtements tombent au sol, le groupe est effrayé. L'un d'eux dit qu'il devrait appeler des renforts, mais un autre crie que celui qui anéantira Shu sera promu, alors ils doivent se préparer à attaquer. Shu leur dit de ne pas pleurer la mort de leur ami. L'un d'eux demande ce que ce monstre raconte. Shu fixe le groupe, puis il absorbe la vie des membres du groupe, ne laissant qu'un seul en vie. Le garçon restant tombe au sol, terrifié. Shu lui demande quel chemin prendre pour trouver Iris. Le garçon répond qu'il doit sortir par la porte nord et suivre la route du nord-est. Shu se souvient alors qu'une ville au nord était celle avec le cimetière. Le garçon rit et dit que même si Shu se dépêche, quand il arrivera ce sera trop tard. Il faut 10 jours pour atteindre la capitale, mais le carrosse qui transporte la sorcière est chargé de magie, et devrait arriver avant le roi, dans 2 jours. L'exécution aura lieu dans 3 jours. Peu importe ses efforts, il n'arrivera jamais à temps. C'est inutile, et c'est bien mérité pour ce démon. Shu remercie le garçon pour son avertissement, et dit qu'il arrivera à temps. Il volera sans relâche dans le ciel, grâce à une magie d'accélération. Jour et nuit, en forme spirituelle, il peut se déplacer sans se soucier des obstacles. Comme son corps ne se fatigue pas et ne dort pas, il devrait arriver en 3 jours, enfin un jour où il est content, être un esprit. Le garçon commence à crier que même si Shu arrive à temps, ça ne servira à rien, le continent de Ramza est protégé par les meilleurs chevaliers. Il n'a aucune chance. Shu se plaint que le garçon parle trop, puis lui ordonne de ne plus bouger. Une femme arrive en criant que c'est la fin des conneries de Shu, et lui demande comment il a osé envahir cette cathédrale. Shu râle en disant que tout le monde là-bas est insupportable, et qu'il n'a pas le temps pour tous ces problèmes. Le garçon pose sa main au sol et utilise sa magie. Il active une vibration magique pour générer des ultrasons, puis lance des parfums magiques pour détecter ces vibrations et se localiser. Shu ferme les yeux et ressent sous la terre, jusqu'à trouver ce qu'il cherche, une immense veine d'eau souterraine qui nourrit la végétation luxuriante de la forêt d'Eldera. Le garçon utilise un cercle magique d'accélération gravitationnelle, configure le cercle de vibration magique et connecte les 3 formations en visualisant le circuit. Le groupe commence à s'approcher pour finir Shu, mais le garçon reste calme. Il voit le monde radieux où vit Iris, qui doit être comme ça depuis des années, endurant sûrement des maux douloureux. La fille était seule. Elle regarde Shu et lui sourit. Shu décide qu'il va détruire ce monde, puis fonce sur ses ennemis. L'homme qui a aidé Shu parle dehors avec un garde, disant que ça doit être barbant de rester au soleil toute la journée, mais le garde répond que ça va, la ville est paisible. Soudain, la cathédrale explose. Tout et tout le monde sont soufflés.
Beaucoup sont frappés, une épaisse fumée élève. Shu note que était sa première grosse explosion, mais il semble avoir bien réussi. L'eau liquide se dilate énormément en vapeur, manipulant pression et température, ce qui a instantanément vaporisé la nappe phréatique souterraine. L'accélération a forcé la pression de l'explosion vers le haut. Résultat, la cathédrale éclatait en morceaux. Quelqu'un crie à l'aide. Shu regarde et souhaite qu'il souffre au moins un peu. Toute la ville lève les yeux vers le ciel où Shu vole. Choqué de voir que c'est ce démon le responsable. Évêque ordonne au chevalier saint de tout faire pour éliminer ce monstre. Il est entouré d'une aura noire pleine d'une magie sinistre. Il est la prophétie de étoile maléfique. Évêque bénit les chevaliers avant de les envoyer au combat. La population se soulève, hurlant qu'il faut anéantir le démon au plus vite. Un prêtre demande au peuple de se calmer et de rentrer chez eux. Shu commence à aspirer la lumière de tous les prêtres et chevaliers présents, annonçant qu'il va détruire toute la ville. Il les anéantit, un par un, absorbant leur vie. La population est effrayée. Shu dit qu'il ne déteste pas les gens qui écoutent bien. Les esprits qui suivent le garçon observent de loin. Ils demandent si les esprits sont partis. Ils répondent qu'il y avait trop d'humains et qu'ils ont eu peur. Sérieux, Shu leur ordonne d'avancer, puis ils s'envolent vers le ciel. Dans la ville, la population reste perplexe. Mec tombe, le soleil se lève. Devant la cathédrale du royaume de Ramza, une énorme statue du roi trône. Tout le monde est très agité, excité par l'exécution de la sorcière. Au centre de la ville, les bourreaux préparent le bûcher, où Iris sera brûlée par un feu sacré dans un donjon profond sous terre, infesté de rats. Iris se repose. Elle est allongée par terre, pensant à Shu. Le donjon est très profond. Les gardes à la porte discutent de la surprise qu'ils ont eue de voir une sorcière parmi les chevaliers saints. L'un demande comment elle va, l'autre répond qu'elle est restée terriblement silencieuse depuis qu'elle a appris son exécution. Iris est allongée par terre. Elle se plaint de son impuissance. Elle a été capturée et amenée là de force. En route, dans le carrosse, Bremelin lui a dit qu'elle était une idiote pleine d'espoir abandonnée par Dieu. Donc, elle méritait de mourir, comme la sorcière immortelle Iris Silverbread. La fille se demande ce qui ne va pas chez Bremelin. Il lui a dit toutes sortes de choses. Il la fixe avec des yeux qui la détestent vraiment. La fille ressent clairement cette malveillance. Son ventre gronde, elle s'allonge par terre en se plaignant de vouloir manger un petit pain sucré. La situation est terrible, mais son cœur reste calme. Shu lui a promis que même si le monde entier devenait son ennemi, il la protégerait. Il viendra forcément l'aider. Iris croit en Shu. Elle se souvient à quel point ils sont proches. Si elle parvient à s'en sortir, elle veut qu'ils voyagent ensemble, qu'ils mangent du bon pain, qu'ils travaillent, et qu'ils vivent isolés comme ça. Juste tous les deux, pour toujours. Un bruit soudain retentit. C'est Bremelin qui entre dans la cellule du donjon. Il annonce que c'est l'heure de l'exécution. Puis il attrape Iris par le bras en lui ordonnant de se lever. En la regardant, Bremelin dit qu'Iris a un visage impressionnant. La fille crie de ne pas la toucher, mais Bremelin lui gifle le visage en lui disant de ne pas lui parler comme ça. Il a attendu des années ce moment, mais il a toujours su qu'elle trahirait la volonté de Dieu. Après tout, le sang ne ment pas. Iris est confuse. Bremelin comprend qu'elle ne se souvient pas et dit qu'il va lui raconter l'histoire, puis demande aux gardes d'attendre en haut des escaliers. Quand ils partent, l'homme s'approche et demande si elle ne le trouve pas familier. Iris dit que c'est l'inquisiteur, mais qu'elle l'a déjà vu à la cérémonie d'inauguration. Bremelin précise qu'il parle d'une époque bien plus ancienne. Soudain, Iris se souvient. Était l'homme qui était venu chez elle annoncer la mort de ses parents. Excitée, Bremelin dit qu'elle se souvient enfin de Daria et Rose Silverbread, des âmes naïves tombées aux enfers. Iris est confuse et demande de quoi il parle. Ses parents ont perdu la vie sur le front. Ils ont été anéantis par un monstre de classe catastrophe. Sérieux, Bremelin dit que c'est un mensonge. C'est lui qui a pris la vie de ses parents. La fille ne comprend pas. Bremelin explique qu'il y a 18 ans, pendant une mission pour traquer ce monstre de classe catastrophe, Daria et Rose ont mené une unité chargée de la capture. Bremelin était tellement excité qu'il pensait ne pas pouvoir rater ça, menée par deux personnes aussi excellentes et honorables. L'unité a réussi à coincer le chevalier noir de la classe catastrophe, mais Daria leur a ordonné de protéger le chevalier noir et le garçon. Le groupe était choqué, se demandant de quoi il parlait, mais Daria a vu que le démon protégeait un enfant et qu'elle lui rendait service. Bremelin se plaignait que monstres et humains ne communiquent pas, ils ne pouvaient pas vraiment protéger, et si était le cas, l'enfant avait été corrompu par le mal et devait mourir. Mais Daria a dit sérieusement qu'on n'anéantit pas les enfants. Tout le groupe a essayé de discuter, demandant à Daria de réfléchir autrement, que l'enfant n'avait juste pas encore réalisé le danger, et que son jugement était lent. Quelqu'un a dit que peu importe la raison, le démon devait être jugé. Puis Daria a dit que le mal ne doit certainement pas rester impuni, mais que la magie leur enseigne la gentillesse et l'amour, et que cela inclut cet enfant. Maintenant, deux enseignements s'opposent, et il faut en choisir un, alors il choisira celui qu'il juge le plus important. Rose s'approche et dit qu'elle est d'accord. Bremelin n'en croit pas ses oreilles, la femme lui demande de se calmer, et dit qu'elle ressent de la compassion entre le chevalier noir et l'enfant.
Cet amour doit être répondu par de l'amour. Gremlin raconte qu'ignorant ces protestations, ils ont décidé de protéger l'enfant et le démon. Le groupe se demandait ce qu'ils devaient faire. Un des hommes a dit qu'il ne voulait pas les voir comme des traîtres, mais que était de l'hérésie. Gremlin dit qu'il ne pouvait pas supporter ça. Daria s'est approchée du monstre et s'est présentée, lui disant de ne pas avoir peur car il ne lui ferait plus de mal. Rose remarque que l'enfant était effrayé. Et Daria dit qu'il n'a peut-être pas eu de bons parents. Puis Daria dit qu'ils vont emmener l'enfant dans un endroit sûr. Si le démon veut protéger cet enfant humain, il doit leur faire confiance et les suivre. Avant qu'il ne puisse réagir, Gremlin attaque Daria par derrière, lui enfonçant une lance dans la poitrine. Gremlin dit avec haine dans les yeux que si elle trahit Dieu, elle doit périr. Puis il anéantit Daria. Rose est effrayée. Et rapidement, Gremlin la transperce aussi. Le groupe se retrouve perdu, ne sachant que faire. Beaucoup désapprouvent les actes de Gremlin, mais l'objectif principal reste de poursuivre le démon. Gremlin affirme que Daria et Rose ont trahi Dieu. Tout comme Iris, elles ont embrassé un démon, comme étant un sacrilège. C'est pour ça qu'il s'est débarrassé d'elles, deux. Bien sûr, il a aussi éliminé le démon, mais il a quand même échoué à finir l'enfant. Il a fait ce qu'il fallait, mais anéantir un autre chevalier sacré est un péché grave, alors ils ont décidé de cacher la vérité. Il a dû mentir à la cathédrale en disant que Daria et Rose sont mortes au front en combattant le démon, et qu'il a brûlé leur corps dans la forêt. Son corps s'est rempli de joie, en offrant ses âmes impures à Dieu. Puis il s'est rappelé que le couple avait une fille de 5 ans dont il connaissait l'existence, car il n'arrêtait pas d'en parler. Il est allé à cette maison après que la nourrice soit partie. Il ne voulait pas laisser derrière lui une lignée qui défierait la magie. C'est pourquoi Gremlin a essayé d'achever Iris, et de l'envoyer 6 pieds sous terre. Mais pendant qu'il, elle, étranglait, il a entendu quelqu'un dehors. C'étaient les collègues des parents d'Iris qui frappaient à la porte. Il disait avoir quelque chose à lui dire, et demandait à Iris d'ouvrir, alors Gremlin s'est enfui. Elle a probablement perdu la mémoire à cause du choc, mais lui s'en souvenait parfaitement. Il n'arrive même plus à compter combien de fois il a regretté de ne pas l'avoir achevé quand il en avait l'occasion. Iris attrape Gremlin par ses vêtements, pleine de haine. Gremlin dit qu'elle doit le haïr, mais maintenant c'est trop tard. Elle est sur le point d'être exécutée. Il tire la fille par les cheveux en haut des escaliers en riant de façon hystérique. Les gardes attachent Iris. Gremlin dit de laisser les flammes de la purification brûler. Sur la place publique, il y a le bûcher. En sortant avec Iris attachée, Gremlin dit que le ciel est magnifique ce jour-là. Ça lui donne envie de chanter. La fille pleure, bâillonnée. Pendant que Gremlin siffle, elle monte sur la scène du bûcher et les bourreaux l'attachent. Quelqu'un annonce que l'exécution va commencer. Gremlin s'avance et demande au public de se taire et de écouter. Cette sorcière était en contact étroit avec des monstres. Elle a obtenu des pouvoirs magiques la magie des chevaliers est divine, et bénie par Dieu. Et apprendre cette magie d'un démon c'est une trahison, c'est pourquoi elle doit être brûlée vive. Gremlin s'approche et dit que l'armure d'immortalité la protégera. Mais s'il continue à la brûler jusqu'à épuiser sa magie, elle finira par périr. Plus elle vivra longtemps, plus le feu lui fera mal. Mais elle ne doit pas s'inquiéter, tout finit un jour. Bientôt son âme sera guidée et elle retrouvera ses parents. Les gardes maintiennent la foule sous contrôle. Dans la foule, une femme leur dit de se dépêcher avec l'exécution. Mais une autre répond qu'il y a beaucoup de procédures à respecter. Un garçon va prévenir son maître de ce qui se passe. Mais l'homme dit qu'il sait que Gremlin ne raconte que des bêtises. Il dit à l'enfant de bien regarder, ils seront captivés dès qu'ils entendront les cris. Un enfant demande à sa mère si la sorcière a fait quelque chose de mal, et la femme répond qu'elle a fait la pire des choses. Elle a trahi la magie. L'enfant demande où va cette âme, si Dieu est en colère. Un vieil homme répond que les pécheurs tombent aux enfers et souffrent pour éternité, et que pour une bonne éternité, il ne faut jamais trahir la magie comme la sorcière. Dieu acceptera le croyant et lui donnera paix et bénédiction. Alors l'enfant se demande pourquoi la fille a trahi Dieu. Puisque les monstres sont mauvais. Les bourreaux posent du bois au pied d'Iris. Elle pleure en silence. Ses parents disaient vouloir devenir chevalier sacré pour protéger les gens. Et elle en était très fière. Elle ne pouvait pas abandonner, même après être tombée tant de fois et avoir été traitée d'échec, parce qu'elle voulait être comme ses parents. Elle n'est pas partie avec Shulam, elle est revenue à Tal, église parce qu'elle voulait rester fidèle à son devoir de chevalier sacré jusqu'au bout. Le bourreau crie pour allumer le feu. Puis ils utilisent leur cercle magique et mettent Iris en flamme. Au final, rien n'a marché. Ceux qui lui ont fait du mal, étaient des humains. Ce sont les humains qui ont anéanti ses parents, et Shu trouvera aussi sa fin entre les mains d'un humain. Pour elle, les humains représentent le mal. Shu a toujours été celui qui l'a sauvé. Il a toujours été là avec gentillesse, malgré tout. Iris entend une voix lui dire que son visage trahit une vie ennuyeuse. La fille lève les yeux. C'est Shu qui se tient devant elle. Il sourit et dit qu'il est venu l'aider. La fille est pleine d'espoir. Shu dit qu'elle n'a plus besoin de ses chaînes et la libère. Puis il lui prend la main, il la rapproche de lui, et ils s'embrassent dans une étreinte. Les bourreaux se demandent d'où vient ce monstre qui est soudain tombé du ciel au milieu des flammes. Il y a beaucoup de fantômes ici. D'habitude, ils n'apparaissent pas en ville.
Gremlin est sous le choc, mais une magie jaillit des flammes. Chou s'envole dans le ciel, en annonçant qu'il va emmener Iris avec lui. Gremlin n'en croit pas ses yeux. La fille dit que Chou est en retard, et qu'il avait promis de la protéger. Chou répond qu'elle lui avait aussi promis que tout irait bien, mais non. Chou dit que c'est bien elle oublie toujours certaines choses, mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive, il la protégera toujours. La population est furieuse que la sorcière soit emmenée. Il se demande si c'est ce monstre qui lui a donné ses pouvoirs. Il doit être arrêté au plus vite. Après tout, nous sommes à Ramza, la capitale. Gremlin crie que Chou est le démon le plus haï qui défie Tlel, œuvre de Dieu. Il va l'anéantir comme il l'a fait avec le chevalier cruel. Gremlin hurle de faire tomber Chou, mais le garçon utilise son cercle magique. Il pense que la puissance des chevaliers sacrés de Ramza semble faible, mais en réalité c'est lui qui est devenu plus fort. Les chevaliers crient que Chou n'a aucune chance contre eux, mais Chou lance la magie de la mort. Un à un, il leur ôte la vie. Chou est maintenant d'une puissance extrême. La magie de la mort a changé. C'est aussi un effet de sa montée en puissance. Iris regarde tout ça, et commente que c'est magnifique. La population sombre dans le désespoir en hurlant que les chevaliers sacrés ont été absorbés par les démons. Comme la mort elle-même, le monde souterrain se manifeste. Ça doit être le monstre dont on parlait dans la dernière mission. Son apparence ressemble au roi des enfers, maître de la mort, Hadès. Chou utilise la magie de la mort, et pense que ce n'est pas un mauvais nom, roi des enfers, Chou Arclight. Iris dit qu'elle a une faveur à demander au garçon. Elle pointe Gremlin du doigt en disant que c'est lui qui a pris ses parents. Puis elle commence à dire quelque chose. Chou dit qu'il est prêt à s'en charger, mais demande si elle est sûre. Iris réfléchit un instant et dit que ça suffit. Gremlin se moque du titre de roi des enfers et leur dit de ne pas le chercher. Puis il les traite d'insolents qui insultent Dieu et ne s'en sortiront pas. Chou utilise sa magie pour le faire brûler et disparaître. Au pied de Gremlin, des flammes apparaissent. Il panique et commence à prendre feu. Rapidement, son corps est dévoré alors qu'il hurle de douleur. L'homme ne cesse de crier dans ses cendres totalement calcinées. Finalement, il rampe au sol. Il ne reste plus que des cendres. Iris le fixe du regard. Chou dit que ce combat magique semble vouloir lui prendre tout ce qu'il a, alors il ne pardonnera jamais à ce dieu. Il va détruire toute cette ville. Son combat ne se fait pas contre les gens. Mais ceux qui renaissent doivent se considérer comme morts. Il atteindra tout dans le monde souterrain. On ne peut pas échapper à la mort. Même si tu veux vivre, tu perdras quand même la vie. La population hurle de désespoir en voyant le dieu des enfers venir les détruire. Ils doivent fuir et sauver leur peau. Ils doivent passer par la porte s'ils ne veulent pas périr. Un enfant pleure, demandant pourquoi son père ne part pas. L'homme répond qu'ils sont des gens bénis par la magie. Leur devoir est de protéger cette ville et tous ses habitants. Il serre sa fille dans ses bras et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il la retrouvera vite. La mère prend la petite. En regardant sa fille, il dit qu'elle est sa raison de vivre et que seul cet amour peut les faire dépasser la mort. Il y a eu un peu de confusion, mais l'évacuation se passe sans problème. Owen informe le roi qu'ils doivent terminer elle. Évacuation avant le lever du soleil. L'homme demande des nouvelles de l'association, et un chevalier répond qu'elle est vide. Alors le roi dit qu'il n'y a plus d'espoir, même pour les biens matériels. Ils ne savent pas quel genre d'attaque ils vont subir, ce qui les désavantage en combat. Penser qu'une simple exécution d'une sorcière envoyée par Eliana pouvait réveiller le roi des enfers. Avec si peu de temps, ils ne peuvent même pas appeler à l'aide, et même si les gens s'enfuient, ils n'auront plus de ville où revenir. Un chevalier crie au roi qu'ils sont encore forts. Il pensait qu'ils étaient un peu réveillés. Ramsès reste la terre des chevaliers saints et des mages. Avec toutes leurs forces combinées, ils peuvent affronter le monstre. Il crie que Ramsès ne tombera pas tant qu'ils seront là. Le roi s'enthousiasme et dit qu'il laisse leur avenir entre les mains de ses chevaliers. Le soleil se couche, la nuit tombe. Au milieu de la forêt, Chou et Iris sont assis autour d'un petit feu de camp. La fille demande si c'est ok de faire un feu, et le garçon lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils n'ont probablement pas le temps de fouiller la forêt à ce moment-là. Puis Iris le remercie de l'avoir aidé. Au final, Dieu n'est jamais venu l'aider une seule fois. Mais Chou a toujours couru à ses côtés. Chou dit que la magie d'un cœur gelé est étrange. Iris rit, est d'accord et se demande comment elle a pu croire à tout ça. Le garçon la regarde et dit qu'il va détruire cette ville. Beaucoup d'humains vont perdre la vie, plus que le nombre qu'il a anéanti dans la forêt avant. Chou demande à Iris si elle ne déteste pas que des gens de son pays meurent. La fille devient sérieuse un instant, pensive. Puis elle dit qu'on doit s'aimer les uns les autres. La plupart du temps, l'acte d'anéantissement crée la colère. C'est comme ça que ça devrait être, mais elle allait être brûlée vive. Et toute la population se réjouissait de regarder ça. Alors pourquoi devrait-elle demander à Chou de ne pas détruire les gens comme ça? Ce sentiment la disqualifie comme humaine et comme chevalier sainte. Mais de toute façon c'est une sorcière. Chou sourit et dit qu'il est soulagé, car maintenant il peut agir sans hésiter dès le lendemain. Iris le regarde fixement et se rapproche de lui. Assise à côté de lui, elle s'appuie sur son épaule. Chou demande ce que c'est et Iris rit. Ils passent la nuit blottis l'un contre l'autre, le soleil se lève. En ville, tous les chevaliers sont prêts pour le combat. Le roi dit qu'Hadès arrive et que tout le monde, dedans comme dehors, compte sur eux. Peu importe quel genre de démon c'est, il ne peut pas vaincre les soldats, des élites.
Iris demande comment Chou compte se battre en tant que sorcière ayant échappé à la mort. Elle s'interroge sur sa façon de vouloir détruire toute la ville, et Chou répond qu'il va tout faire sauter. C'est la seule façon de faire disparaître cette idéologie. Il va utiliser le grand mérite. Chou dit qu'il ne sait pas si on peut appeler ça une magie redoutable, mais selon ses calculs, ça peut détruire tout un continent. Iris dit que c'est de la magie divine. Le garçon lance la petite pierre en l'air et crée un cercle magique en 3D. Il fusionne la complexité de la magie avec une puissance immense. Elle prend enfin forme. Iris regarde tout ça, émerveillée. D'abord, Chou transforme la sphère en une petite forme. Il va construire un cercle magique en 3D avec la puissance magique et les formules. Le garçon commence à agir, plusieurs cercles magiques se combinent, conversion, protection, accélération, tout est organisé et aligné. Une sphère noire se forme. Iris est choquée que la pierre soit devenue cette sphère. Chou explique qu'il a transformé la pierre en antimatière. Chou détaille tous les concepts physiques et chimiques impliqués dans cette sphère explosive, mais Iris ne pense qu'au pain délicieux qu'elle veut manger. De loin, ça ressemble juste à une sphère, il va leur envoyer ça. Après tout, il n'a jamais dit qu'il se battrait en face à face. La ville est prête à se battre. Sur les murs, il y a des centaines de chevaliers. Tout le monde regarde autour, puis quelqu'un aperçoit quelque chose dans le ciel. C'est un cercle de téléportation au-dessus de la ville, d'où émerge la sphère noire. Lentement, la boule tombe au sol. Dès qu'elle touche le sol, une explosion brutale se produit. Tous ceux qui ont fui la ville la voient de loin. Toute la ville a disparu. Une petite fille demande à sa mère ce qu'est ce mur noir énorme. Ils couvrent leur maison, puis elle se rappelle que son père était là aussi. La sphère massive d'explosion commence à se dissiper. Il ne reste que la petite pierre, elle tombe dans l'eau et coule. À la place de la ville, il ne reste qu'un cratère énorme. Iris observe tout, ses yeux se remplissent de larmes. Chou dit qu'une énorme puissance approche, il l'appelle à venir. Plusieurs particules volent vers Chou. Le garçon commence à toutes les absorber en souriant, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune. Soudain, quelque chose se produit. Il entend une voix. À chaque fois qu'il évolue, cette voix crie le nom de son évolution. Chou est maintenant encore plus éblouissant. Évolution avancée, un esprit alpha, un démon primordial. Iris remarque que Chou a encore changé, ses cheveux semblent avoir encore poussé, et sa puissance a augmenté de façon extraordinaire. Chaque fois que Chou accepte la mort, il devient plus fort en monstre. Il se souvient que sa sœur, dans sa vie passée, disait qu'elle ne couperait plus ses cheveux non plus. Chou devient sérieux. Il dit que Takemitsu Osamu est mort, maintenant il vivra en tant que Chou Arclight. Pour éviter de perdre sa vie et échapper à l'anéantissement, il vivra dans ce monde. Toujours avec Iris à ses côtés, le royaume de Ramza a disparu, cela s'est répandu par les survivants et tout le continent l'a appris. Certains ont eu peur, d'autres étaient confus. Certains ont trouvé de l'espoir. Personne n'a découvert le sort des deux, dans le vortex. Un mois plus tard, Iris court dans la forêt. Un loup-garou la poursuit. Soudain, il saute sur la fille. Elle râle en disant qu'il est vraiment tenace. Puis elle utilise un impact de vent contre la bête. Avec un cercle magique, elle anéantit le monstre et dit qu'elle n'est plus faible. Entourée de corps, Chou s'approche et accueille Iris. Elle dit qu'elle est de retour et on dirait qu'il a des visiteurs. Le garçon dit que ces gens ont probablement atterri là par accident. Maintenant, ils devraient fouiller leurs poches pour voir s'ils ont quelque chose de valeur. Iris exclame et espère qu'ils ont de la nourriture. Elle commence à fouiller les corps à la recherche de pain. Chou dit qu'il a réfléchi. Pourquoi ne pas aller en ville? Il se cache dans la forêt depuis un mois. Lui, il n'a pas besoin de dormir ni de manger. Mais elle, oui. Iris dit qu'elle va bien et qu'elle a maintenant un corps immortel. Mais son estomac commence à gargouiller. Chou lui demande si elle veut un petit pain moelleux, et la fille dit oui en pleurant. Puis dit qu'il devrait aller à la République pour se faire un peu d'argent. Iris attrape des affiches et dit qu'ils sont juste en tête de la liste des plus recherchés, et Chou répond qu'ils feront de leur mieux. Le garçon commence à réfléchir à comment utiliser sa magie pour se camoufler. Mais Iris attire son attention et dit que quoi qu'il arrive, ils doivent rester ensemble. En souriant, le garçon acquiesce. Résister à l'approche de la mort est impossible. Mais pour la fille immortelle et le roi de la mort, il n'y a qu'un seul destin possible. Iris dit qu'il devrait y aller, et si on découvre son identité, elle pourra dire aux soldats quelque chose. Que le roi des enfers est avec elle. Voilà, la vidéo se termine ici. Si vous ne voulez pas rater la suite, activez la cloche de notification et à la prochaine sur la chaîne de Tob.